Il joue à besoin en papa en tol. Il joue pas besoin en papa en tol. Il joue à besoin en papa non-stop. On wall moins les mots on néglige wall ou les passés pour nous mais l'esprit typo on m'en tête tout. Toujours pas répéter tourner vos stations. Pendant il joue qu'à attendre nous pour partager émotion. Tout le monde, bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre émission préférée, Papa Géniteur. Vous savez déjà, moi c'est un plaisir d'être avec vous chaque semaine. On lâche pas, on lâche rien. Donc on continue de travailler là. C'est un forêt qui a poussé, c'est un écosystème qui prend place derrière place. C'est super important d'être ensemble. J'espère que vous allez bien, du nord au sud, à l'est, à l'ouest, que ce soit de la Martinique ou ailleurs. Merci de nous accorder un peu de votre temps. Je vais d'abord, avant de vous présenter un plateau de sportifs invétérés, ça travaille les footballeurs même dans un moment là, nous allons stopper sans les là. Je vais d'abord faire des dédicaces. Alors, je tiens à faire une dédicace pour le lycée Paulette Nardal de Ducos, pour la pièce de théâtre Jaillissement des mémoires enfouies. Ils nous ont préparé cette pièce de théâtre vendredi dernier, si je ne dis pas de bêtises, à l'Atrium. C'était de très haut niveau. C'était de très très haut niveau. Je tiens à féliciter Madame Honoré, la collaboration entre Madame Honoré, Madame Suzy Singa et Monsieur Campos, chef de l'établissement, si je ne me trompe pas. En tout cas, les lycéens et lycéennes nous ont partagé énormément d'énergie. Ils nous ont exposé l'évolution du peuple martiniquais dans toutes ses interrogations, ses incompréhensions, mais aussi dans tous ses efforts et dans tout son amour. C'était très, très, très puissant. Big dédicace à eux. Sans plus attendre, avant de vous présenter mon plateau d'invités, je tiens à vous signaler les événements. Donc, n'hésitez pas à prendre votre stylo et votre bloc-notes, feuille de papier, vos portables, prenez le rendez-vous. Samedi 3 juin, je répète, samedi 3 juin. Journée mondiale de la parentalité. À Fort-de-France, toute la journée, il y aura des événements pour la famille, pour les parents et pour les enfants, et que de l'interactivité. L'amour pour la famille pour l'amour. Samedi 3 juin, de 9h à midi, il y a la fresque du climat qui sera présentée par Martine Lheureux, excusez-moi, de 9h à midi, et à partir de 13h30 jusqu'à 22h, c'est l'équipe de Madame Nathalie Martaille-Jouan qui s'empare de la savane pour vous proposer, je bégaye beaucoup, excusez-moi, une journée pleine de vie. Donc n'hésitez pas à vous préparer pour ce samedi, ça va être très 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 intéressant. Voilà, je peux respirer un petit peu. J'avais peur d'oublier les dédicaces, mais ça va. Tranquille. Bon, Jonathan n'est pas là, mais il est là. Vous connaissez déjà. Présent, absent, toujours présent. Le gars réfléchit non-stop, il fallait qu'il se repose. On lui laisse un peu de repos, il le mérite bien. Merci à tous ceux qui nous encouragent, à toutes celles qui nous encouragent aussi. C'est aussi grâce à vous qu'on est là, que vous soyez aujourd'hui en Martinique ou ailleurs. Ça fait plaisir de savoir que le travail dépasse les frontières. L'amour, c'est en frontière, ça pas ni frontière. J'ai deux mots, je comprends. Les amis, beau plateau, ça va être très intéressant. Je rappelle la thématique, démarche pour reconnaître nos droits parentaux. Si je l'ai mal dit, vous allez comprendre, c'est large. Mais en tout cas, il est important de comprendre nos droits. Monsieur Briscoe. Bonsoir. Saïdia. Eh bien, moi, bien ou quoi? Moi, là, tout doux. Parentalité égaliste, des lives sur Instagram, tu es présent sur aussi Facebook, des échanges avec des papas qui suivent ton actualité. Des papas, des mamans. Ok, très important. Oui, parentalité égaliste, oui. Excusez-moi, mesdames, désolé, c'est vrai. Ça se passe bien, ça commence à évoluer, ça avance. Oui, ça avance. Tranquille. C'est vrai qu'on échange énormément. On fait beaucoup de constats, beaucoup de partage de témoignages. Maintenant, là, on commence à voir ce qu'on peut mettre en place pour pouvoir aborder des actions et solutionner des problématiques. Impeccable. Mathis Brival. Oui, le frère. Alors, je vous ai dit que vous allez vous présenter, mais il y en a deux, trois, je me méfie d'eux, donc j'anticipe un peu. Mathis, ça y est, je plaisante. Impeccable. Un plaisir. Tranquille? Oui. Dis-moi, parle-moi un peu des cercles d'hommes. Eh bien oui frère, là on est passé à 2 cercles par mois et on se réunit du coup entre gars à peu près la trentaine.
Et on discute de problématiques qui nous sont propres en tant que Martiniquais. Et puis là, je pars en Hexagone d'ici à peu près un mois. Je vais essayer de faire dans les différentes villes où je vais aller, voir un peu ce que ça donne, essayer de réseauter un peu. Mais là, dimanche, on en avait fait un. Et le dimanche, 2 semaines avant aussi. Et ça se structure bien. On est un groupe là bien solide. Ça progresse. Et ouais, ça progresse bien. Et on a beaucoup continué de parler de Balance ton port. On a beaucoup continué de parler des différentes sources d'influence des hommes martiniquais. Et ça se structure bien, frère. D'accord. Et puis au-delà de ça, il y a toujours, on fait toujours les interventions prévention harcèlement, prévention antisexisme dans les collèges. Ah, très important, très important. Merci pour ce boulot. Merci pour ce boulot aussi pour Parentalité Égaliste. Le dernier invité, c'est un nouveau, donc on va lui laisser sa place. Yanis. Bien, bonsoir. Ça fait tout. Bien, tranquillement. Présent, et puis présent pour les papas, présent en tant que papa, présent pour donner le maximum d'idées, d'expériences, d'échanges, que ce soit sur le plateau ou à l'extérieur. J'aime ça. Ok. Depuis Papa face à la justice, ton nom est resté gravé dans la tête de beaucoup de personnes, que ce soit hommes ou femmes. Exact. Tranquillement. Mais les gens ont beaucoup apprécié cette émission. Donc je tiens à te le signaler, il y a des gens qui te félicitent, énormément de personnes qui t'ont félicité. Je dis, Jonathan, il dit, oubliez-nous, mon bagage, c'est Yanis, c'est gênant. Non, mais c'est bon, c'est une émission qui a marqué les gens, je tiens à te le dire. Positivement, bien sûr, parce qu'on s'attendait à peut-être certains échos négatifs, mais en fait, c'est aller au-delà. C'est aller au-delà, ce qui veut dire que le travail paie, frangère. Le travail paie, donc merci pour ton investissement. Avec plaisir. Monsieur. Oui. Alors, à qui avons-nous l'honneur sur le plateau aujourd'hui? Je me présente, je suis monsieur Madé Blénier. Je suis éducateur spécialisé dans un CPCA. Alors, merci beaucoup pour l'invitation. C'est nous qui remercions. D'ailleurs, c'est dans l'une des émissions, ce que j'ai pu voir, le camarade là, de la table, là, ça m'a dit, tiens, c'est bien fait. Okay. Ensuite, j'ai Briscoe qui m'a travaillé au corps pour me dire, non, vas-y, tu as trop de choses à dire, trop de choses à partager, auprès de papa notamment. Parce que c'est vrai que dans le centre où je travaille, c'est un centre qui fait le suivi et la prise en charge des auteurs de violences conjugales. Donc je travaille beaucoup avec des pères de famille. On a des femmes aussi avec lesquelles est-ce qu'on intervient, mais on a aussi beaucoup de papas, d'accord, mais qui ne savent pas comment se situer dans leur situation parentale et qui malheureusement peuvent aller très très loin dans leur rapport et donc même des fois trop loin. Trop loin, c'est ça. Mais dans leur histoire de vie, on voit qu'il y a quand même des moments d'achoppement où est-ce qu'en fait, dans leur parentalité, ils ont été quand même touchés. De leur paternité n'ont pas été reconnus à un moment donné. Et donc c'est vrai que merci encore pour l'invitation, ça me permet de pouvoir échanger avec vous sur ces situations-là. Super. Vous comprenez que là, il y a un plateau, il y a une Ligue des Champions. Il y a une Ligue des Champions, il y a du MMA haut niveau, il y a tout. Donc n'oubliez pas, mes amis, stylo, feuille de papier, il y a des replays effectivement. Mais n'oubliez pas que c'est très important de prendre des notes. On avance ensemble. C'est aussi votre émission. Très, très, très important. Les amis, si je commence par vous dire... Si je vous dis état des lieux concernant les hommes martiniquais que vous côtoyez, qui ont des difficultés, qu'est-ce que vous pouvez m'apporter comme information? Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter comme information? Alors, je précise, dans leur parentalité, on reste dans le cadre parental, parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans la vie, mais qu'est-ce que ça vous inspire, l'état des lieux? Ça m'inspire, alors à l'heure actuelle, ça m'inspire réveil. Réveil parce que beaucoup se posent des questions, beaucoup se remettent en question, contrairement à avant. Donc on commence à avoir une évolution par rapport au travail qu'on effectue, pour le coup. Donc je dirais que c'est en pleine évolution, c'est en amélioration. Il y a une prise de conscience par rapport à ça. Ok. Alors n'hésitez pas, je te tiens à te le préciser. Oui. Si tu as envie de parler, tu coupes la parole aux gens. Il n'y a pas de souci, non. Je vais pas encore on est un peu plus organisé que ça, mais il ne faut pas hésiter à vous manifester les autres. Non, donc, pas de souci. Non, pour ce que ça m'évoque, moi, dans des situations que j'ai eu à gérer et accompagner, surtout notamment dans l'accompagnement, c'est vrai qu'on a beaucoup de papas, de parents, en fait, en dehors du cadre, parce qu'il n'y a pas encore la reconnaissance qui a été faite. On va parler de la parentalité uniquement quand la reconnaissance de l'enfant est faite. On va surtout se baser sur ça. C'est important. C'est très important, ça fait vraiment toute la différence pour les papas. Mais c'est que c'est une notion qui n'est pas forcément
conscientisé par la majorité des papas. J'ai encore des choses parce que j'entends. J'attends que maman ait mon autorisation pour m'en puisse avec le petit maman est là. Et en fait, les tensions au niveau du couple et au niveau parental, elles commencent déjà dès là. Donc on a un papa qui ne sait déjà pas se positionner par rapport à la maman. Est-ce que je reconnais mon enfant ou pas? Est-ce que j'attends qu'elle me donne l'autorisation? Et puis il y a le fameux côté, mais si moi je connais petit maman, il y a petit allocation, il y a petit bagage là, il y a donc et puis même pourquoi travailler donc pour ça pour aider. Donc est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Donc il y a ce positionnement là déjà qui est stressant pour eux. Mais une fois que c'est acté ce positionnement, qu'ils vont reconnaître leurs enfants, ben, comment est-ce que ça va se gérer dans la parentalité entre les parents? Est-ce qu'on va se maintenir? Ou est-ce qu'on va être dans une relation d'égal à égal? Ou est-ce qu'en fait, si on se sépare, comment ça se passe? Et c'est là que la justice va intervenir. Quand il n'y a plus l'amiable. Donc voilà, la justice, soit les parents s'entendent bien, c'est très bien, soit il y a l'amiable entre eux, ils se séparent, mais à l'amiable, on gère. La maman ne va pas spécialement demander une pension alimentaire, ça aussi c'est un mot magique. Hein. Pension alimentaire qui fait peur quand on va reconnaître l'enfant. Oui, mais si je reconnaître lui, je suis obligé de me demander là. La pension alimentaire n'est pas uniquement pécuniaire. Ça rime bien, mais en fait, c'est pas obligé de donner de l'argent pour rapport à ça. Peux-tu le répéter encore? Ouais, C'est important. C'est important. La pension alimentaire n'est pas que pécuniaire, c'est pas uniquement financier. D'accord? À l'amiable, il y a des mères, des pères qui s'entendent en fait. Généralement, c'est des mamans qui vont demander au père, ben, si jamais tu peux amener des courses, une fois par mois, tu amènes tant de courses. Ou bien si j'ai besoin de couches, tu amènes tant de couches. Des vêtements, tu amènes les vêtements. Donc en fait, ça va être en nature. C'est une question d'organisation entre eux. Et pour revenir, voilà, de volonté. Et pour revenir sur la question judiciaire, ben, un juge aux affaires familiales, qu'est-ce qu'il kiffe en fait? Que deux parents aient pu se concilier sur quelque chose de, ben, nous, voilà ce qu'on propose, ce qu'on veut, et on veut que le juge arrête et notifie que la démarche qui va être de la garde et de la visite entre les enfants, ce sera comme ça. Donc alors, le juge, c'est ce qu'il aime. Je vais t'interrompre un tout petit peu parce que je vois que tu en as sous le capot. Oui. T'inquiète, mais sinon, il fait l'émission en 5 minutes, nous, on prend ça. Non, mais c'est super intéressant, merci. Bon, moi, je vais entendre tout le monde. Bon, moi, j'entends évolution et courage. C'est-à-dire que maintenant, l'évolution déjà en tant que papa. Avant, il y avait les stéréotypes. Le père, il vient, il sort du boulot, il croise des jambes et tout, et c'est la maman qui s'occupe des enfants. Maintenant, ça a vraiment changé où les pères, ils sont présents et même très très présents dans l'éducation, dans le suivi scolaire, dans tout ce qui est vie avec un enfant, c'est-à-dire grandir, jouer, même des petits détails avec les enfants. Mais derrière, ça permet à nos enfants justement d'avoir vraiment le mix de la maman et du papa. Et ça, c'est à ce niveau-là que je vais parler d'évolution de mentalité, de présence. Et quand je dis courage, c'est aussi dans la difficulté, on va dire, lors d'une séparation, où souvent, voilà, c'est pas évident pour les papas justement de se faire entendre. Donc beaucoup abandonnaient, mais de plus en plus, on voit des pères qui n'hésitent pas à se faire entendre, à faire savoir que ils sont là, mais qui n'arrivent pas à se faire voir par la justice, par la vie déjà, puisque bon, maintenant on constate que il y a beaucoup de papas qui cherchent à se faire à avoir une place dans la légitimité vie, dans la vie de leurs enfants. Donc voilà, c'est courage et évolution. D'accord. Mathis? Oui, c'est bien, c'est de la réparation, c'est de la prise de responsabilité. Il y a beaucoup de gars qui ont compris que on se répare ensemble, tu vois. Il y a beaucoup de gars qui ont compris que l'absence de père, c'est pas un truc qui est bon, frère. Et que pour réparer la société post-esclavagiste dans laquelle on est, en fait, il y a un effort à faire là-dessus. Et je suis très content de voir que les gars ont compris et qu'ils le font, tout simplement, tu vois. Ça permet de réparer nos rapports entre hommes, ça permet de réparer nos rapports avec les femmes, ça permet d'éviter que les petits bougs, les petites filles soient perdus ou que les femmes se retrouvent toutes seules avec un enfant. Et puis frère, ça permet aussi d'éviter le mal-être du fait d'être un géniteur et de ne pas voir ton enfant. Tu vois, je pense qu'on a tous compris ce truc-là et qu'on a tous refusé ce modèle sociétal et qu'on fait tous les efforts pour ne pas réitérer le truc. Tu vois. Ok, moi c'est très intéressant ce que j'entends. Ben ouais, je vous rejoins. Hein. Moi, alors je participe beaucoup sur les réseaux sociaux, quel que soit TikTok, n'importe. J'essaie de participer à des lives en fait. Et
Il y a un réseau en particulier où c'est beaucoup plus ouvert au monde, plus facilement. Donc, je vous dis un TikTok, hein, d'accord? Je ne sais pas si ça fait de la pub, mais bon, bref, je m'excuse pour ça. Mais en tout cas, il y a des lives où j'entends, il y a des pairs qui parlent, qui utilisent ces réseaux, ces canaux pour expliquer leur position. Et en rentrant dans ces conversations, dans ces échanges, je constate que beaucoup de pairs se retrouvent donc, après rupture, comme on disait, en difficulté, mais en difficulté, je dirais... Des fois, je trouve qu'on exagère, nous les hommes. D'accord? Je vais mettre les pieds dans le plat. C'est-à-dire que quand, en les écoutant parler, des fois, on fait beaucoup de choses. Le simple devient très compliqué parce qu'on écoute trop longtemps une personne qui parle, mais qui dit pas, qui va pas à l'essentiel. Quand tu lui poses la question, as-tu reconnu ton enfant? Non. Déjà, ça, c'est déjà quelque chose. Après, cette personne a ses raisons. Qu'on soit bien d'accord avec ça. Mais... ça commence déjà par là. Ensuite, quand on les entend, on sent qu'ils sont très énervés. Et quand un autre homme vient un peu les recadrer, ils s'énervent. Leur premier réflexe, c'est d'essayer. Alors, je ne parle pas de tous les hommes, bien sûr, mais c'est ce que je vis à travers certains réseaux. Ils s'énervent, mais bon, avec l'expérience de Papa Paginté et grâce à vous aussi, bon, je ne suis pas quelqu'un qui va m'énerver parce que je sais pourquoi là, cette personne-là s'énerve. Mais c'est pour dire aussi que, ben voilà, il y a un manque de repères. Tu parlais enfin, je ne sais plus qui parlait de visibilité ou de légitimité. Il est vrai que c'est quand même impressionnant de voir combien d'hommes pensent que c'est l'ex qui va faire les papiers ou qui va changer un jour. On attendait un peu des miracles. Et je me reconnais même à travers ça, en toute sincérité. Quand, malheureusement, j'ai connu la rupture avec la mère de mon enfant, il est vrai que pendant longtemps, je me disais que ça va changer. Mais je m'attendais à un miracle, quoi, comme si on gagnait au loto. Un jour, elle va se lever le matin et puis elle va kiffer la veille. Elle va me dire, mais ouais, finalement, on peut s'entendre. Et en fait, c'est moi qui, à un moment donné, j'ai dû me dire stop et de me réaliser que, oh mon frère, c'est pas elle qui va se réveiller pour toi. Il y a séparation. Il y a séparation. C'est important de reconnaître sa place lors de la séparation aussi. Donc, ouais, c'était pour un peu mettre encore enfoncer les pieds dans le plat. Mais il faut que les hommes arrêtent d'attendre ce petit côté magique. C'est sûr que si tu intègres pendant que tu grandis que la parentalité, c'est 90% la maman et puis 10% le père, t'es déjà pris en fait. Et le problème, c'est qu'on on éduque à ça. Et c'est un truc qui est ultra malsain, il faut vraiment qu'on finisse avec ça en fait. Et tout à l'heure, le frère parlait de est-ce que je reconnais mon enfant ou pas, genre rien que le fait que tu te poses la question, c'est chaud frère, c'est chaud, juste pour des allocations ou que sais-je, tu vois. Non, c'est des rôles sociaux de gens qu'on a intégrés, sauf que là, on se retrouve dans des cas précis où on voit concrètement à quel point c'est destructeur en fait, à quel point c'est injuste. Et à quel point c'est destructeur pour nous et pour le reste de la société, tu vois. Non, mais tu as entièrement raison, j'appuie sur le fait c'est le système qui permet ça, de te donner le choix de. Tu as le choix de dire si tu es papa ou pas. Ça, c'est le système qui te donne ce choix-là. Mais déjà là, il y a un problème. Le système qui nous encadre, qui gère, on va dire, entre guillemets, hein, j'aime bien mettre des guillemets à ce mot, c'est lui qui te dit, vous n'êtes pas les gars, vous n'êtes pas obligé d'assumer votre rôle. En fait. Moi, je le perçois comme ça, en fait. Tu n'es pas obligé, frangin. Fais ce que tu veux. Si tu veux, ok, il y a des démarches à suivre, mais si tu ne veux pas, t'inquiète. Et cela, il y a un problème déjà là. Donc ensuite, il y a le profil dont tu parles, le père qui vient et dit, j'assume ou j'assume pas. Il y a le profil dont tu parles, j'assume ça, j'assume pas, pourquoi? Ah ouais, mais ça se trouve effectivement, si je n'ai pas de travail... Hein, il y a la CAF, etc. Tu vois, il y a tous ces paramètres qui rentrent en jeu. Et pour moi, il y a un faux départ dès le départ, en fait. Mais en fait, ça, c'est depuis petit. Hein. Je pense que c'est depuis l'éducation. J'ai participé à un projet associatif où j'ai pu rencontrer un père au foyer. Il m'a donné une anecdote qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Il m'expliquait qu'il avait acheté un bébé, enfin... un jouet, un bébé. Ah, vous faites mon père là. Ok, d'accord. On s'en fout, moi. Un jouet. Sur le un feu, jouet. c'est bon. Une poupée. Ouais, une poupée. Ouais. Une poupée pour son fils. Ok. Et tout autour de lui, que ce soit homme-femme, lui disait, mais pourquoi tu lui as acheté ça? Ouais, c'est pas une fille, bon c'est pas une fille, c'est pas une mère. Et en fait, il a répondu tout simplement, oui, mais il peut apprendre à être père.
Il peut déjà Déjà- se conditionner à comme les filles. Hein. Oui, je comprends. Pour le coup. Mais c'est vrai, parce que Je tu dis comprends. c'est extraordinaire. Et ça Mais du coup, m'a mais- touché énormément. C'est la vérité, mais ce que tu dis est magnifique parce que souvent, les réflexes, c'est quoi? Alors, quand on donne des cadeaux à des enfants, la petite fille, tu lui donnes déjà un bébé, donc l'enfant, la fille est déjà dans la dynamique d'être une future maman. Et les petits garçons, ils n'ont pas ça du tout. On leur donne quoi? Ben, de quoi travailler, des jouets pour pouvoir être dans le jardin et tout. Donc, automatiquement, il y a déjà, ils sont Des codes. conditionnés. Ils sont conditionnés. Donc, limite, c'est vrai que ce que tu dis, c'est extraordinaire, c'est même osé. Mais ça peut être une solution justement pour que dans l'avenir, que cet enfant-là puisse savoir ce que c'est, enfin, s'occuper d'un enfant, les difficultés, autres. Et ça, c'est magnifique. Hein, Ça, c'est une ouais. éducation au final normative. Quoi. Combien de jeunes papas disent qu'ils veulent pas toucher à leur enfant avant 3-4 mois parce que c'est fragile et ils ont peur de le casser? Alors 3-4 mois, je sais pas, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de papas qui ont peur. Vous avez déjà entendu ça? Oui, oui, mais je l'ai vécu franchement, moi-même. J'ai eu peur de je fais tenir partie mon aussi. enfant. Ah non, mais moi, ça, c'est Moi aussi. pour Je moi, l'ai quand senti j'entends ça, fragile. ça me fait, c'est extraordinaire, mais moi, pas du tout. Moi, j'ai mis au monde mon enfant, c'était au feeling. Sans cours, sans formation, j'avais envie de faire ça. Et j'ai mis au monde mon fils, et c'était, pour moi, c'était magique. Je me suis dit justement, ben, ça, c'est la nature. Donc, pour moi, j'étais vraiment dans cette dynamique-là, sans formation. Heureusement qu'il n'y a pas une femme parmi nous. Et après, je me suis dit vraiment. Tu as mis au monde ton enfant? Non, mais de toute façon de parler, c'est-à-dire que c'est moi qui ai fait. Profitez, elles vont parler sur les réseaux. Tu t'es accouché? Ah, je pas encore, parce que j'ai toujours de la place là. Non, mais en fait, voilà, pour moi, ça fait partie de la vie. Et c'est un partage, justement, à ce moment-là, entre le père et déjà son enfant. Et être présent, même à ce moment-là, c'est pas évident. Je dis bien que c'est pas évident, mais peut-être que, comme tu dis, le papa qui a donné une poupée à son fils, lui donne déjà une certaine base de ce qu'il peut voir en tant qu'adulte quand il aura un enfant, quand sa femme sera sur le point d'accoucher. Donc tout ça là, ça se travaille. Parce que l'enfant lui-même, voilà, tu donnes des petits outils pour jouer et tout. Quand il va voir ça, il va se dire bon, j'ai vu ça tout petit et tout et tout. Mais là, dans ça, c'est magnifique. Ça se fait naturellement. Exact. Il sera déjà préparé. Et pour le coup, c'est effectivement, par exemple, moi, j'ai eu peur de le tenir tout de suite. Parce que je pense que, en quelque part, j'étais prêt à le recevoir, mais pas forcément à m'en occuper, quoi. Et pourtant, C'est-à-dire à m'en occuper, à le tenir tout simplement. Et c'est impressionnant que la maman, elle-même, elle est dans la même dynamique que toi. Elle découvre le fait d'être maman au même moment que toi. Oui, mais c'est ce qui est. Yanis, excuse-moi de vous interrompre, mais le truc, c'est que la mère, elle a même pas trop le choix, en fait. Quand elle accouche, on lui donne son bébé. C'est pas, on lui demande pas, tu vois. Donc, est-ce que c'est la même dynamique? Alors je Est-ce que c'est la même dynamique? je pense qu'elle a le, enfin, je ne sais pas, je dis une bêtise, mais il me semble qu'elle a le choix d'avoir l'enfant tout de suite ou pas. Ah, je sais pas. Dans un premier Je temps, vais devoir faire un plateau avec des femmes. C'est que Voilà. les femmes, parce que là, Oui, pour le je pense coup. que ça manque de femmes là, parce que concrètement parlant, monsieur, tu as raison. Hein. On est sur la même ligne de départ tous les deux par rapport à notre parentalité sur ce nouveau-né qui va venir au jour. On est sur les deux sur la même ligne de départ. Par contre, dans les rôles sociaux de genre et dans la peur qu'on aura, nous papas, c'est vrai que techniquement, la maman, elle passe une symbiose, hein. Un rapport fusionnel de 9 mois avec son petit qu'elle porte. Quand l'enfant va sortir, quelque part, elle va avoir cet enfant qui sort, mais qu'elle a porté, et elle va maintenir, elle va l'attacher à elle, l'enfant, d'accord, le porter, d'accord. Il faudra pour l'homme et le papa, s'il peut trouver sa place, il lui faudra les bolosses, excusez-moi, hein, mais les couilles de pouvoir à un moment donné s'accaparer un petit peu son enfant. Parce que moi, on me l'a donné. Hein. Moi, mon fils, quand il est né, j'étais là aussi, tu vois, et on me l'a donné, on a fait le pot à pot. Pour Ouais. voir, Voilà. ok, Et voilà. c'est eux, c'est enfin les aides-soignants qui, non, les aides-soignants, comment on dit, Les sages-femmes ou sages-hommes. qui, ou les mailloticiens, qui me l'ont donné, en fait, ils m'ont dit, on va faire un pot à pot, etc. Je suis pas forcément d'accord parce que je pense qu'il y a aussi un aspect au niveau des automatismes. Parce que tu peux avoir t'as les professionnels, comme tu viens d'en parler. Tu peux avoir en fait un homme qui a eu des frères et sœurs et qui a dû porter ses frères et sœurs en bas âge. Et en fait, tout ça, en fait, ça le conditionne. Prépare. Ça le prépare, ouais. Ça le conditionne, ça le prépare. Et en fait, peut-être qu'il n'a même pas encore trouvé sa place, mais tu vois, juste ça, avec la pratique, les automatismes, en fait, ça... Il aura moins Il peur aura après, moins le de doute. Il aura de moins le difficultés, doute dans de ça. doute, Mais hommes et exactement. femmes,
dans la parentalité, quand c'est un nouveau-né, que pour madame, c'est le premier enfant, papa, c'est le premier enfant. Oui, non, les sur deux la sont même, sur la même ligne de Si départ. on le retrouve à la maison, c'est là où on voit c'est exactement ça, on parle au même niveau, quoi. Donc il faut vraiment qu'il y ait les deux côtés, qu'on puisse l'un soulager l'autre. Donc pour moi c'est psychologique et puis pour moi c'est comme tu disais, je pense que depuis, au niveau de l'éducation, depuis le plus jeune âge, déjà expliquer à nos enfants que voilà, plus grand, ça peut exister, ça va exister. Parce qu'on est tout le temps en train de dire, bon, on va parler aux petits garçons de foot, donc tu fais ça et tout et tout. Bon, c'est plus facile pour nous de parler aux petits garçons de choses d'hommes, genre de travailler, il faut travailler dur, tu vas prendre des outils et tout. Mais la partie papa, qui fait ça, ouais. Il découvre ça quand il est ado, en début de partie adulte, à travers son entourage, à travers ses parents après, mais avant. Parce qu'après, il est dans le grand bain tout seul, c'est lui qui se retrouve papa, ce ne sont pas ses parents. Donc c'est pour ça que c'est dès le plus jeune âge, selon moi, il serait de déjà préparer, puis discuter avec nos enfants, et puis leur dire que voilà, la vie c'est ça donner la vie. Après, pour les papas qui peuvent nous écouter, puis nous-mêmes, parce que bon, allez, je suis papa aussi, parmi les 4 là, je me rajoute aussi dedans. Il y a la petite partie que, au-delà du côté administratif dont tu as parlé, que nous, les hommes, en général, on n'aime pas faire, les tâches administratives. Avant la naissance, il y a ce qui s'appelle aussi des cours de préparation à la naissance, qui sont facultatifs. D'accord, pas obligatoire. Tu vois, c'est pas obligatoire. Facultatif. C'est facultatif. Les papas n'ont pas l'obligation de les faire, d'y participer. Il est quand même attendu et préférable qu'ils le fassent. Donc, comme je l'ai précisé, c'est que c'est le retour du nouveau-né à la maison qui va commencer à corser les choses dans le rapport finalement du papa avec son enfant et donc du rapport à la parentalité du côté papa. Donc, ce qui s'appelle la paternité. De comment je porte mon enfant, comment je me positionne finalement dans ma relation de couple sentimentale, mais dans ma relation parentale. Si dès le départ, en fait, compte, avant même cette histoire de ce que je reconnais pas l'enfant, mais si même dès le départ, je ne sais pas comment me positionner, comment le porter, comment je peux aider ma compagne à faire le bain, parce que bon, maman a porté l'enfant pendant 9 mois, si l'enfant fait ses nuits, pas ses nuits, je lui donne le biberon, pas le biberon, quand ça tire le lait, est-ce que j'aide madame, comment je me positionne? C'est déjà là, dès ce moment-là, en fait, compte qu'il y a un positionnement qui va être de plus en plus relâche et qui va commencer à détendre, mettre une distance dans le rapport parental entre les deux parents. Et parce que maman, au bout d'un moment, quand elle verra que les choses ne se font pas comme elle voudra, il qu'elle accapare ce moment-là. Une fois qu'elle a accaparé l'enfant, va s'installer entre les deux dans le couple, potentiellement. Surtout pour le premier, c'est-à-dire que le premier, c'est une nouvelle expérience. Il ne faut pas qu'on oublie non plus que le rapport entre la mère et l'enfant et le rapport entre le père et l'enfant, quand c'est le premier, c'est assez dissocié, en fait, si je peux dire ça comme ça. Même si on comprend tous qu'on est tous investis, mais le problème, c'est que c'est des rôles dissociés. Mais il y a aussi un combat. Tu parles de préparation à la naissance. Tu as oublié, Mathis? Non, t'inquiète. Ah, d'accord. Je vois que je l'avais oublié. On parle de préparation à la naissance, mais déjà là, en fait, tu peux avoir un combat effectué pour simplement t'affirmer en tant que parent. Déjà, parce qu'on ne te laisse pas la place. Les professionnels qui vont animer ce cours, ou même suivre pour la grossesse, en fait, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui ne vont pas forcément te laisser la place. Ils vont être concentrés sur la mère et que sur la mère. Et en fait, on va te dire oui, il faut faire ça, mais quand tu vas essayer d'entreprendre cette démarche, en fait, tu auras peut-être un frein, tu n'auras peut-être pas, en fait, on va dire, la même réceptivité, le même accueil. Et parfois, en fait, toi-même qui es déjà perdu, tu ne sais pas faire, tu te dis, en vrai, je vais... Donc, il y a des attitudes aussi qui font que on ne sait pas où se mettre. Dès le départ, c'est ce que vous expliquez là. Ça dépend des personnes. Tu peux tomber sur des personnes qui ont cette, qu'on va dire, cette ouverture, cette vision des choses, comme on la présente là. Et tu en as d'autres qui sont fermés. Et qui sont, en fait, dans ce schéma normatif. Ils se disent, voilà, ça c'est le truc de maman. Bon, là, il doit être là pour l'accompagner, la soutenir. Mais pas forcément, en fait, se mettre en avant comme parent qui pourrait effectuer les mêmes gestes que la mère. Donc, Mathis, sans rentrer dans l'intimité d'un cercle d'hommes, est-ce que justement ces problématiques-là, ces thématiques, des fois on dit problématiques, mais je me demande s'il ne faut pas changer les termes, donc on va dire thématiques-là, est-ce que tu vous retrouvez ce genre de thématiques? Est-ce qu'il y a des hommes qui viennent pour parler de leur place en tant que parents?
Oui, et rapidement, ça me faisait penser à l'intervention qu'il y avait eu avec l'association Bisoutage, Ok. où il y avait la psychologue qui avait fait un bon topo sur ça, en fait, sur les premiers mois de paternité, et sur le fait que le rôle du papa, c'est de surtout pas se mettre se dire, je suis de trop, se mettre en retrait. Non, vraiment accepter que, frère, c'est vrai, oui, la maman est focalisée sur le bébé, mais toi, en fait, ton rôle, c'est de venir exercer ta paternité, tu vois. Et que c'est cool, c'est ok en fait, tu vois. Et que effectivement, personne ne nous a dit ça. Voilà. Personne nous a dit que oui, il y a un moment qui est difficile où il y a le rapport privilégié entre la maman et le bébé, et que toi, ton rôle, c'est d'accepter ça et de venir quand même et d'être le papa, tu vois. Soit par timidité, soit parce que frère on sait pas, ou soit parce que par un rôle socio de genre, il y a des gars qui se disent c'est deux personnes principales et puis moi qui suis un petit un électron qui gravite un peu autour, mais en fait c'est 2 et 1, c'est pas 3, tu vois. Bon, voilà. Et dans les cercles d'hommes, on parle de ça. Il y a des jeunes papas, ou des papas vétérans, etc. C'est bon à savoir. Oui, bien sûr. On parle pas seulement de masculinité, on parle de paternité aussi, on parle de toutes sortes de trucs. Okay. Et oui, c'est vrai. Alors, il y a eu quelques-uns qui n'ont pas constaté ce rapport privilégié entre la maman et le petit, et eux un peu en retrait. Il y en a où c'était vraiment 3 dès le début, mais c'est plutôt rare, tu vois. Et il faut être prévenu. Moi, je n'étais pas prévenu de ça, tu vois. Okay. Et je pense que c'est extrêmement important. Je pense que ça devrait faire partie des discussions à avoir entre jeunes, puisque quand on était jeunes, on ne parlait pas du tout de ça. Je ne sais pas si les femmes parlaient de maternité. Est-ce que ça veut être parent, ça faisait partie de nos projets? C'était pas notre réalité. C'est vrai, en fait, ce que j'entends, en fait, ce que je comprends, c'est que pour l'instant, on a des cours d'accouchement, on n'a pas de cours de parents. Et c'est ce qu'il faut, parce qu'en fait, toi, justement, à travers le cercle d'hommes, ce sont des échanges d'expériences et pas. Parce qu'il y en a qui n'ont pas d'expérience, justement, qui découvrent le fait d'être papa avec des vétérans, comme tu dis. Mais en amont, parce que beaucoup de couples se sont séparés après justement, l'accouchement, après la naissance, à la venue du bébé. Parce que c'est un être nouveau dans le couple, c'est une vie nouvelle. Donc, il y a un qui cherche sa place, il y a un qui s'écarte, il y a un qui accapare. Donc, qui sait quoi? Personne. On a un cours d'accouchement, certes, pour savoir comment gérer pendant la venue du bébé et tout. Mais vraiment, le cours, pour moi, il faut un cours de parents. Tu estime que ça doit être un établissement scolaire. Il faut une formation pour ça. La même formation. On en parle des fois. Non, c'est vrai, la même formation qui existe pour faire venir, pour savoir quoi faire, comment organiser la venue du bébé, le retour à la maison et tout. Mais la relation des parents. Parce qu'au départ, il y a dans certains pays, ça existe. Il y a de l'amour avant. Certainement. Et justement, et après, souvent, ça se transforme par de la haine. On cherche les défauts de tout le monde. Ouais, tu sais pas comment gérer l'enfant, c'est mon enfant, je sais comment faire. Je sais comment. Alors que c'est notre enfant. Mais qui nous dit quoi? À quel moment réagir? On ne sait pas. Regarde. Moi, j'ai commencé à découvrir ces choses-là avec l'aventure du militantisme, avec Papa Génitait, avec parentalité égaliste, en travaillant dans le centre, etc. C'est là que j'ai commencé à avoir des témoignages d'hommes qui parlent de comment ça s'est passé en attendant le bébé, quand le bébé est arrivé, ceux qui étaient là à l'accouchement, et puis qui ont commencé à raconter comment ça s'est passé les premiers mois et tout. Donc en 2020, donc à 31 ans, frère. À 31 ans, je commence à entendre pour la première fois des hommes parler de paternité. Je trouve ça juste incroyable. Tu vois. Je comprends. Je trouve ça incroyable. Donc en fait, tous les gars qui ont eu des enfants pendant la vingtaine, en fait, ces gars-là ne parlent pas. Ils sont là avec leur enfant ou ils sont pas là, tu vois. Mais en fait, on n'en entend pas parler finalement. Mais est-ce qu'on en... Et c'est ouf. Déjà oui, mais est-ce qu'on n'en entend pas parler parce que dans l'espace public, il n'y a pas justement ces espaces de parole. Ah, nous pas les dit ça. C'est ça aussi. C'est ça, mais il ne faut pas que ce soit que un cercle d'hommes, comme tu dis, à ce niveau-là, avant d'être parent. C'est vraiment parce qu'il y a les foyers aussi. Un échange entre les femmes vétérantes et les hommes aussi, et qu'on puisse justement conseiller les parents en devenir, parce que ce sont des parents en devenir.
Même quand l'enfant est là, tu n'es pas encore réellement parent, tu es dans un grand bain, tu es tout novice dans ça. Et c'est pas évident de gérer ce genre de situation-là, de gérer, parce qu'il y a les hormones aussi, qui sait qu'il y a les hormones qui jouent. Mais oui, il y a ça aussi, cette partie-là, chez les femmes. Il y a l'homme aussi qui veut garder ça. Oui, justement, et l'homme, il veut garder son côté, un petit côté mâle, viril, et il veut, ouais, c'est moi qui veux. Non, c'est ça, c'est comment canaliser tout le monde dans un intérêt commun, c'est avoir une famille soudée et puis éviter justement au maximum une énième rupture après venue de bébé. Et souvent, c'est ça. Il y a des amants. Excuse-moi, vas-y. Non, je disais que il faut aussi comprendre que si on peut en parler aujourd'hui, c'est dû à notre initiative, à notre courage, à tout ce qu'on veut. Mais il y a aussi le fait que c'est par rapport à l'évolution de la société. Mais est-ce que c'est pas aussi dû à excuse-moi de t'interrompre, mais est-ce que c'est pas aussi dû à notre mal-être, quelque part, qu'on a osé mettre tout ça en place? Est-ce que c'est pas ça la base de tout, en fait? Oui, il y a le mal-être, mais en fait, il y a toujours eu ce mal-être. Parce que pour avoir parlé avec des grands nombres, ils ont vécu certaines choses, voire même pire. Et ils avaient la même volonté que nous. Mais en fait, ils n'ont pas pu parce que tout simplement, l'environnement n'était pas propice pour qu'ils puissent aborder ce sujet ou même faire des revendications. Bon, c'est pas spécialement ça. Je pense que c'est aussi au niveau de l'éducation. Parce que tu imagines, leur génération, il va voir son père vous dire, ouais, papa, on est pour même ça, et puis madame, qu'est-ce qu'il reçoit à cette époque-là, c'était quoi? Ouais, c'est ça. C'était comment on faisait affaire. C'est ça l'environnement. C'était ça. Et maintenant, on a évolué. Et même si, quand bien même, on va dire nos arrière grands-parents, ils vont venir nous sortir ça. Nous-mêmes, on est dans une situation où voilà, on est en difficulté pour pouvoir avoir nos enfants et autres. On ne peut pas entendre ça. Et on ne veut même pas entendre ça. On veut justement exister dans la vie de nos gamins. On veut avoir une certaine équité et puis un équilibre. Ça fait partie de l'équilibre de l'enfant. C'est la présence du père et de la mère. C'est ce qui fait l'équilibre d'un enfant. Donc, il faut qu'on tape du poing sur la table et qu'on se dise, voilà, on existe, et que nous-mêmes aussi, nous pas qu'à serrer, et qu'on puisse accompagner les hommes et qu'on puisse accompagner les femmes. Parce que pour le coup, on sait pas. Je pense qu'on ne sait pas assez pencher, parce que là, comment on a débuté, ça prend du temps de recueillir des témoignages pour que la parole se libère. Mais en fait, j'ai eu un témoignage d'un homme qui est père, qui est grand-père. Et qui m'expliquait qu'en fait, à son époque, si il parlait, si il menait le combat qu'on menait aujourd'hui, en fait, on allait le casser, quoi. On allait le plier. Donc, que ça soit le système, que ça soit la société, tout court. Et même sa famille. Même sa famille, c'est pour moi, ça fait partie. C'est l'éducation aussi. C'est l'éducation. Et là, on a tellement évolué. Pour moi, les papas ont tellement évolué. Les jeunes papas, et même. C'est surtout les générations là, depuis, on va dire, à peu près 10 ans, vraiment de plus en plus. Les mecs, ils veulent exister dans la vie de leur gamin. C'est ça, parce que la mentalité. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire qu'en fait, à l'époque, les réseaux sociaux de gens étaient tellement puissants que lorsque le gars essayait d'assumer une paternité présente, T'es pas mal, t'es pas particulier. Mais même quand on a fait les arrière-grands-parents en parler, mais même si, surtout avant, il y avait des enfants de partout. Ils avaient, c'était minimum genre des 10 enfants, 5 avec cette femme-là, 5. Et pourtant, ils étaient absents, ou présents pour certains et absents pour d'autres. Et pour eux, c'était normal. Pour eux, c'était normal. Donc tu vas venir te plaindre auprès de ton père pour lui dire, oui, mani des chambres, et puis il peut t'avoir baguette, il moins machin. Qu'est-ce qu'il va te dire? Pas dire ça comme ça. Parce que maintenant, on se dit non. On va jusqu'au bout d'une démarche. Tout ce qui est, maintenant, on a tous les outils pour pouvoir aller justement se faire entendre auprès de nos gamins. Auprès de la justice, c'est pas évident, c'est un combat certes, mais ça nous permet justement d'exister auprès de nos enfants. Même si c'est pas tout de suite, mais qu'on laisse des traces et puis que plus tard, on puisse savoir, mon père a cherché à savoir où j'étais, ma mère a cherché à savoir où j'étais. Et ça c'est top, parce qu'il y a plein d'enfants qui disent, les anciens, ils disent, papa, moi, il était ceci, il était pas là, je sais même plus où il est. Ils n'ont même pas les seules repères que certains enfants ont, c'est le repère d'une personne, c'est-à-dire de la mère qui a pu dire ouais, ton papa était ceci, cela, et inversement. Parce que pour matérialiser tout ce qu'on dit là, à l'époque, en fait, par exemple, pour venir au droit de la femme, elle n'avait pas forcément le droit de faire certaines choses. Tu vois, elle était obligée d'être dépendante de l'homme.
Donc, clairement, il y avait un schéma qui était établi. Mais si tu avais un homme à cette époque-là qui disait, mais en vrai, je veux faire ça pour mes enfants, je veux être homme au foyer, par exemple, et, ça va à l'encontre de ce schéma-là. Mais oui, c'était mal. C'est-à-dire que même au niveau de... C'est une question, même au niveau de sa femme, tu penses que ça causait un problème parce qu'elle-même ne comprenait pas pourquoi pas il forcément. n'allait pas faire comme tous les autres hommes? Pas forcément, c'est-à-dire que peut-être au niveau de sa femme, peut-être pas, peut-être que sa femme aussi était en accord avec ça. Mais la société en elle-même, elle allait se confronter à tellement d'obstacles que bon... Justement, on parlait tout à l'heure de violence, on a fait l'émission avant l'émission, mais ne pas trouver sa place, je trouve ça quand même... C'est peut-être un bien grand mot, mais je trouve ça violent. Ne pas trouver sa place. Je trouve ça violent en fait. Comment je peux vous expliquer ça? C'est-à-dire que je constate qu'il y a des hommes, ou nous hommes, je vais me mettre dedans parce que j'en suis un, j'ai l'impression que tant qu'on ne mettait pas certains soucis sur la table, ça va, c'est bon, on est dans un moule, quoi. On est dans un moule, mais au final, quand on écoute tout le monde parler, parce que quand la parole se libère, on est tous en train de râler, en fait, finalement. On est tous en train de râler parce qu'on dit, tiens, c'est pas mon rôle, qu'est-ce qui se passe? Oui, Matt. Déjà, j'aurais bien aimé qu'on s'accorde sur un truc. Lorsqu'on dit trouver sa place, on parle pas de le moule dans lequel on voudrait que la société soit. Toi, tu fais ceci, toi, tu fais ça. On parle juste, en fait, dans le rapport conjugal. Oui. Okay? Oui. Ce qu'on veut faire, qu'on puisse le faire. Oui. Okay? Ben, effectivement, là, il se trouve qu'on est encore dans une situation où toi, ce que tu dois faire, c'est ceci, et toi, ce que tu dois faire, c'est cela. Et si, par exemple, tu n'y arrives pas, tu n'as rien d'autre à faire, tu ne peux rien faire d'autre en fait. Okay? Ça fait partie des choses qu'il faut combattre. Et voilà, j'ai oublié ce que je voulais dire. Non mais en tout cas c'est ça, c'est ce que je voulais dire, c'est violent en fait, d'empêcher quelqu'un, c'est comme si tu limites quelqu'un à son insu. En fait c'est tout simplement définir la personne. En fait c'est sa ça. Place. C'est s'émanciper de ce schéma normatif et ne pas se laisser définir par ces normes. C'est surtout ça qu'il faut éviter. Parce qu'effectivement, comme ils disent, on va entrer dans le moule et puis... Et c'est ça, c'est que quand on entend tout ça, c'est qu'on dit qu'il y a un cadre, il y a une chronologie, on est obligé de respecter ça. Il n'y a même plus de feeling. Il n'y a même pas de feeling. Avant que l'enfant ne soit là, avant d'arriver à la grossesse et tout, il y a eu un feeling entre le père et la mère. Enfin, avant d'être père et mère, c'était d'abord homme-femme. C'est un mélange qu'il y a eu. Il y a eu un feeling, il y a eu l'alchimie, il y a eu une découverte qui a permis par la suite, on décide de faire un enfant. Et l'enfant, c'est le mélange des deux. Et pourquoi, après ça, c'est-à-dire que quand l'enfant arrive, quand il est là, c'est toujours le mélange des deux. On perd pied. Quand l'enfant est là, ça se casse. Il n'y a plus le feeling. On dirait que d'un côté, le père, il est là, il fait ça, il va faire ça, il doit faire ça, ça. Et la mère, c'est ça. On dirait que franchement, quand l'enfant arrive, il casse la fusion des parents. Et c'est anormal. C'est anormal. Et c'est là où il y a un souci, même au niveau de la société ou au niveau peut-être de l'éducation, parce qu'on n'a pas tous les éléments, on n'a pas toutes les armes non plus pour pouvoir justement pallier à cette cassure quand l'enfant arrive. Mais pour moi, c'est dès le départ, voilà, la même fusion, le travail, parce que c'est un travail, pour pouvoir créer notre enfant, c'est un travail, c'est un mélange qui a été fait. Et pourquoi à la venue de l'enfant, les deux couleurs se séparent. Je ne sais pas si c'est une bonne réponse ce que je vais dire, mais c'est un ressenti. Tu vois l'accouchement, je pense que c'est l'élément qu'on doit travailler. Un accouchement, quand on regarde accoucher, quand on voit une femme accoucher, je pense que ça doit être une épreuve quand même. Physiquement et mentalement, ça doit être quand même costaud. On ne connaîtra jamais ça. D'accord? Mais je me dis que autant il y a la joie, autant il y a la souffrance. Et je me dis que quand il y a rupture ou dispute entre le couple, je pense que c'est la douleur, peut-être inconsciente, mais ça te ramène à l'accouchement. En fait. Ça te ramène en tout cas, je pense que ça ramène les femmes. Je serais obligé de faire un plateau avec les femmes pour avoir plus de... Non, mais on est des hommes. Donc, pour avoir le ressenti. Oui, c'est vrai. Mais je pense que, parce que je vous donne une anecdote, récemment, j'ai vu, et avec dédicace à l'association Inès, parce que c'est là que j'ai vu ça, j'ai vu une affiche où on nous montrait les différentes étapes de l'accouchement. D'accord? Mais je regarde le dessin, enfin le schéma, et dans toutes les positions, tu sens que sur le schéma, tu sens que la femme est quand même elle souffre, tu vois.
Et jusqu'au jour de l'accouchement, où la position même de l'accouchement n'est pas réellement adaptée. Même moi, en tant qu'homme, je dis, mais il y a un bizarre, c'est quand même bizarre. Quand tu vas aux toilettes, tu es assis. Et pourtant, que quand elles sont accouchées, elles sont en biais, etc. Je me dis, là déjà, il y a un problème. Donc, la souffrance du moment qui va sûrement dégager de la joie avec la naissance de l'enfant reste quand même de la souffrance. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'il y a des disputes entre hommes et femmes, j'ai l'impression que ça, inconsciemment, ça ramène à ce jour-là, à cet accouchement-là, à l'impact de l'accouchement. Je vais appuyer ce que tu dis, puisque quand il y a rupture ou dispute, quand on revient au sujet de l'enfant, il y a la parole qui revient assez souvent. Je l'ai porté pendant 9 mois. Ou c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Enfin, ouais. C'est le même... voilà. Elle l'a porté pendant 9 mois. Donc, endurer tout ce qu'il faut endurer de la transformation. Pour ceux qui Star Trek, le Goa'uld, le truc magique là, qui grandit, qui change. À un moment donné, c'est... Stargate, merci beaucoup. Mais en fait, des problèmes de DOA, c'est tout. Tout seul, on n'a pas acquiescé. Mais en vrai, c'est vrai qu'il faut qu'on entende ça, c'est la parole magique, mais c'est vrai, mais elle a son poids. C'est-à-dire qu'en fait, concrètement, c'est que les seuls qui puissent parler entre elles de la dureté, de ce que c'est que porter la vie pendant 9 mois, de la difficulté du changement, et puis surtout pour les femmes, je pense à la première grossesse. La première grossesse, elle a ceci de totalement choquant pour une femme violente, d'accord? Parce qu'on va revenir sur la violence des choses, la violence de la justice pour nous les hommes sur certains points, mais il y a la violence biologique. On va y arriver. De comment est-ce que la femme porte un enfant et comment est-ce qu'elle arrive finalement à enfanter, c'est violent en fait. Quand le corps se transforme, les hormones, le cycle hormonal se modifie totalement chez elle. Pour les papas qui l'ont connu ou pas, bon, on a pratiquement, là on vient avec une nouvelle lettre. Toi t'embrasses le ventre, toi t'es là, c'est beau. C'est beau, c'est nouveau, mais l'individu aussi, il a changé. L'individu qui le porte, là, il a changé, il est modifié aussi. C'est plus le même. Alors, il y a les envies, pas les envies, mais il y a plein de choses qui vont avoir une incidence psychologique sur la maman. C'est vrai qu'en fait, la venue d'un enfant, scientifiquement parlant, ça modifie. C'est un bouleversement. C'est un bouleversement. À la fois c'est pas la matrescence. C'est biologique. Oui, c'est la méthode. Oui, c'est ça, c'est le cheminement en fait. Ouais. La matrescence, c'est le cheminement. C'est tout ce que ça englobe en elle en fait. Et on n'est pas les mieux placés pour vraiment peser le pour ou le contre dans cette histoire. Oui. On n'est pas modifié aussi lourdement qu'elle sur le plan physiologique, mais on l'est quand même. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la bière qui est au contact de sa mère. La matrescence. Mais c'est là seulement, Mathis. Il y en a qui portent les enfants, il y en a qui portent la grossesse de leur compagne, psychologiquement parlant. D'accord, mais et les mots font mal. Donc je l'ai porté pendant 9 mois, ça fait mal, sauf qu'en fait, on m'a décidé de trapper intimement. Et puis aussi, j'ai partagé mes gènes avec toi. Comme tu dis, c'est vrai, c'est un mélange des deux. Donc j'ai participé aussi. Donc, et c'est là que ça va commencer à entrer dans le petit duel, le petit conflit. Et il faudra pour le monsieur, pour l'homme, le père, en devenir, se positionner rapidement sans être violent forcément. Mais il n'a pas les outils pour ça. Il faut te former pour ça. Et tu as bien vu ce que tu disais, Mathis, à travers le cercle des hommes. C'est vraiment à ce moment-là que les papas en devenir ou les jeunes papas, mais ils ont vraiment besoin d'être aidés, d'être écoutés et puis d'échanger à ce niveau-là. Et aussi les mamans, parce que justement, elles ont besoin aussi d'être écoutées par d'autres mamans qui sont passées par là, échange d'expérience et se dire aussi que c'est normal que tu réagisses comme ça, mais en même temps, n'oublie pas qu'il a une place aussi et il est là et ça te permet de te soulager à ce moment-là. En fait, vraiment faire comprendre que ce n'est pas une compétition parce que souvent ça devient une compétition. Tu te dis, ouais, genre, l'enfant est là, genre, limite des fois on arrive à se dire, et ça arrive, ça m'est déjà arrivé aussi, de dire que j'ai plus ma place, que l'enfant a pris ma place. Et ça, c'est vraiment anormal de penser ça. On n'aurait pas dit anormal, parce que bon, c'est la nature, mais c'est dommage de penser ça. Et justement, on va dire, le partage d'expérience des anciens est vraiment, c'est primordial et c'est ce qui peut faire changer les choses, que ce soit pour l'homme ou la femme, selon moi. Des anciens conscients. Il y a une bonne partie qui n'est pas consciente. Même chez les inconscients, il faut les écouter. Ceux qui oui, d'accord, mais... Les papas se meurent, on est tous martiniquais, là, on peut parler franchement. Oui. D'accord, bon, voilà. On est sur un cycle qu'on essaie de casser quand même, sur ce que je vois en termes de génération. C'est vrai qu'il y a de moins en moins de papas qui ne reconnaissent pas leurs enfants. Il y en a de plus en plus qui font cet effort-là. Il y en a de plus en plus qui portent, d'accord, leur croix au sens vraiment où ils assument leur paternité. Ils assument les enfants qu'ils ont pu avoir avec une première, une deuxième, une troisième compagne, un petit peu moins que les anciens qui, bon, des fois même dans les familles,
à ton père, ben en fait, compte, nous pas dire ça. Hein. C'est là où je vois un cousin dans telle autre commune, nous a dit comme nous, mais fous-toi quoi ça m'intéresse. Hein. D'abord, ça va être. Ma passion, j'ai quand même un petit peu de limite, c'est target, et puis paf, bon, on casse ce cycle-là. Ça tend à changer pour que nous, là, on ait de plus en plus de papas conscients. Mais même chez les plus anciens inconscients, quelque part, on observe dans leurs erreurs et dans les dégâts que ça a pu causer dans nos familles. Puisqu'en fait, quand il y a. De toute façon, c'est les erreurs qui interpellent. C'est les erreurs qui interpellent, et c'est par rapport aux erreurs, aux choses qui ont été choquantes, où tout le monde se dit, ça, on ne va pas imiter. Ça, par contre, on ne va pas reprendre comme éducation. Ouais. On peut apprendre aussi des erreurs des autres pour s'éduquer soi-même ou éduquer, transmettre, en fait, pour ne pas avoir sur la même logique. Mais je pense aussi que c'est vrai qu'on doit avoir ces échanges entre hommes, on doit avoir ces rencontres, mais et c'est ce qu'on essaie de mettre en avant à travers Parentalité Égaliste, c'est qu'il y ait des échanges entre pères et mères. Parce que... C'est la priorité. C'est pas forcément la priorité. Je pense qu'entre hommes, déjà, c'est une bonne base. Parce qu'il faut déjà apprendre à se connaître soi-même. Et dans un deuxième temps, il faut apprendre à connaître l'autre. Et je pense qu'en ayant cette connaissance de l'autre, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a ressenti, tu vois, par rapport à la grossesse par exemple, en fait, ça peut tout simplement éveiller les consciences. Parce que c'est vrai que dans notre relation parentale, on n'a pas forcément ce recul. Et à travers des rencontres, peut-être qu'on peut organiser justement entre père et mère, qui a déjà été effectué d'ailleurs avec ce dont tu as parlé tout à l'heure, avec bisoutage, eh bien, en fait, tu peux être beaucoup plus réceptif à ce que, par exemple, ce que une mère a vécu, et tu vois, tu peux faire le lien, tu peux faire la comparaison peut-être avec la mère de ton enfant. Tu te dis, ah oui, ok, elle a vécu comme ça, elle a ressenti ça. Ah, c'est pour ça qu'elle a agi comme ça, c'est pour ça qu'elle m'a dit ça, tu vois. Et de l'autre côté, ben, tu exprimes en fait comment tu ressens les choses, ce que tu as vécu, et ça peut aussi apporter à la mère qui est en face, se dit, ok, je comprends mieux pourquoi le père de mon fils a réagi comme ça quand je lui ai dit ça, etc. etc. Mathis, dans les cercles d'hommes, est-ce que tu ressens à travers les témoignages le poids de l'accusation? Quand je dis le poids de l'accusation, c'est-à-dire que en premier lieu, est-ce que là, tu sens que c'est dans les discours, c'est plus la faute de l'autre que la faute de la personne qui est présente? Bien sûr, ça c'est en premier lieu. Ça c'est lorsque les gens arrivent, les gens s'expriment comme ils l'entendent, tu vois, on met les gens à l'aise, d'accord? Et ensuite, on décortique les choses. Quand tu dis, alors excuse-moi, quand tu dis que vous mettez les gens à l'aise, ça veut dire qu'il y a, pour entrer dans un cercle, il y a déjà une préparation, il y a un accueil spécifique. Ouais. En fait, un truc qui est très important, frère, c'est que les gens comprennent qu'on n'est pas là pour les juger, on n'est pas là pour leur apprendre la vie. Moi, je connais la vie, toi, tu connais pas la vie. Moi, j'ai bien fait, toi, t'as pas bien fait, etc. On tue ce truc-là très, très vite. Parce que c'est précisément les trucs qui font que les gens ne vont pas venir, les gens ne vont pas s'exprimer. Parce que c'est insupportable lorsque tu viens te livrer, déjà, de où c'est un bout. Tu viens te livrer, frère. Et derrière ça, on te casse. C'est pas possible, tu vois. Ensuite, on vient te livrer, frère, on va te contrer tout de suite. Oui, mais non, machin truc, c'est pas vrai, etc. Hein, c'est insupportable. Et sur un truc aussi dur que ton rapport avec ta masculinité ou ton rapport avec tes enfants, frère, c'est pas possible, tu vois. Personne n'est masochiste au bout d'un moment. Bon. Donc en fait, un truc qui est très important que les gars doivent comprendre, c'est que on n'est pas là pour se marcher dessus. Vraiment, ce qu'on essaye de cultiver, c'est la cohésion. D'accord ? On se relève tous ensemble. Et c'est pas un concours pour voir qui est-ce qui a le mieux réussi, etc. Okay ? Donc en fait, oui, les gars viennent avec de la colère, avec un sentiment d'injustice, avec l'envie de se protéger. De la tristesse aussi. De la tristesse, avec tous ces trucs-là. Et c'est vraiment une bénédiction qu'ils acceptent d'en parler. Vraiment, parce que il faut le dire fort, hein. C'est une bénédiction, messieurs. Parce que c'est difficile. C'est important. Et une fois que les problèmes sont posés, ben frère, on regarde c'est quoi la réalité. Tu vois, tu viens avec une colère, tu viens dénoncer un truc, bon ben on regarde sur quoi est-ce qu'on peut être plus nuancé, par exemple, dans l'utilisation des termes, par exemple. Les mots. Dans la restitution des faits. Qu'est-ce qui est nuancé ? Ça s'est mal passé parce que les gens sont vraiment mal intentionnés et que c'est un complot,
où ça s'est mal passé parce qu'il y a des contrariétés, quelle est ta part de responsabilité là-dessus, comment les choses auraient pu être faites autrement, et est-ce que quelqu'un d'autre a un autre témoignage qui prouve que en fait, les choses peuvent être autrement. Et en fait, on essaie de regagner la sérénité ensemble, sur plein de sujets. Là, on parle de parentalité, mais sur plein de sujets, frère. Sur le harcèlement, il y en a qui ont été victimes de harcèlement, il y en a d'autres qui ont harcelé, sur les violences, sur les braquages. Les problèmes sont souvent profonds, de toute façon. Oui, et souvent, les gens viennent avec des blessures d'enfance, d'adolescence, qui trimballent jusqu'à leur trentaine, et en fait, ça modifie qui tu es, et puis tu gardes une aigreur. Tu vois, ça modifie ton comportement. Ben, en fait, le but, c'est qu'on gagne de la sérénité ensemble, tu vois. Voilà, mais en tout cas, il faut mettre les trucs sur la table. Faut oser vraiment. Faut sortir le truc. Donc frère, si dès que tu sors lorsque tu sors ta réalité, les gens sont juste là pour te bâcher, frère, c'est pas possible. Ça sert à rien, tu vas pas venir. Voilà. Donc le but, c'est vraiment en fait que les gars se sentent en sécurité et qu'ils le soient vraiment. Parce que c'est pas... Et qu'ils le comprennent surtout. Ouais, parce que c'est pas genre, on met les gens à l'aise et puis ils sortent leur truc au cercle et puis derrière ça je vais raconter, frère, monsieur m'a dit que... Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est... Étant donné que c'est pour ça que les gars se taisent, c'est précisément parce que, à cause des humiliations, etc., que les gars se taisent, ben frère, on est dans l'extrême opposé. Tu viens, tu baisses le bouclier, on va pas te mettre un coup de lance, tu vois. On baisse tous le bouclier, tous ensemble, parce que frère... Dans le reste de la vie, c'est déjà assez difficile comme ça, tu vois. Mm-hmm. Donc oui, il y a ces sentiments-là. Il y a des débuts de misogynie, quand on en veut à quelqu'un. Le ressenti. De ressentiment. Il y a des débuts de misogynie, de ressentiment, surtout lorsqu'il y a eu une rupture difficile, etc. Et puis parce que lorsque tu en parles autour de toi, frère, tout le monde te défonce, tu vois. Et ben on essaie de contrer ça et voilà. Il y a tout ça, mais frère, au bout de 2 cercles, même si la problématique est toujours présente, il y a déjà un soulagement. La colère, frère, la colère s'est estompée. Ok. Tu as parlé de rupture, on va en parler parce que je trouve que c'est aussi un phénomène. Messieurs, rupture difficile. D'accord, c'est pas nouveau, je pense, dans les oreilles des hommes. Tout le monde va se retrouver. L'information. Ouais, je pense que celle-ci, si on pouvait l'éviter, on aurait essayé de l'éviter. Je pense, mais celle-ci, c'est l'étape de la vie. Rupture difficile, messieurs. Si je vous dis impact et effet, ça vous inspire quoi? Rupture difficile, en quelques mots, comme vous voulez. Ça peut être violence, c'est vous qui vous exprimez. C'est pour que je vois un peu si... Moi, je difficile en termes de ressenti, je vais parler personnellement, avant même l'éducateur, le fait que j'ai bossé dans un centre et tout ça. Rupture difficile, c'est pas compliqué. Ça m'a cherché pas comme si j'avais su, moi pas te comprendre, moi pas te penser, c'est ça qui t'est arrivé, mais je n'ai pas imaginé, projeter qu'en fait ma vie de famille, ça allait être ça. Très clairement, pour moi, la douleur que j'ai, la blessure qui a pris du temps à guérir, ça a été ça. Alors... Comme on disait de table là, disait qu'en fait quand on se met ensemble, on a un enfant ensemble, c'est vrai. L'éducation à la sexualité, c'est une chose à l'école. L'éducation à la parentalité, c'en est une autre. Sexualité et parentalité, c'est pas forcément lié. C'est complémentaire, mais c'est pas forcément lié. Mais quand on se projette dans une vie de famille avec quelqu'un, et qu'en fait quand ça n'aboutit pas et qu'on doit se séparer, c'est un décès. Comme tous les décès, il faut l'accepter, il faut vivre avec, mais il y a une douleur, il y a quelque chose, parce que c'est violent en plus celui-là. C'est violent et puis c'est pas du tout ce qu'on souhaitait. Donc ça prend du temps à guérir cette blessure-là, mais ça c'est un travail sur soi-même. Comme Mathis disait, c'est par rapport au cercle d'hommes, il faut pouvoir parler. Il faut avoir des gens avec qui parler, avec qui poser la parole, avec qui poser l'aigreur, le ressenti, parce que ça va être chaud. Donc j'ai pris plus que 2 mots. Mais c'est vrai que là, séparation, je compte. C'est important. C'est un mur qu'on se prend dans la tronche. Est-ce qu'il y a d'autres ressentis? Mais moi, je vous dis que ces gens de passer de l'amour à la guerre. Malheureusement, c'est-à-dire que... Pas la haine, hein, la guerre. Ouais, parce qu'enfin, surtout, c'est-à-dire que quand là, c'est la partie... déception qui prend le dessus. C'est pas juste se dire qu'on a envie d'être en guerre avec la personne, on n'arrive même pas à gérer ça. C'est psychologique. Il y a aussi le côté, il y a comment dirais-je, l'ego qui prend le dessus, un peu de honte, de déception, se dire voilà. Donc en fait, on passe de l'amour fou à c'est mon ennemi, et puis voilà, on va être en guerre.
Et souvent, quand on passe cette étape-là, c'est compliqué après d'avoir une discussion cohérente, d'avoir des avis, même s'ils sont divergents, mais d'essayer de trouver une solution. Dès que cette partie-là est ancrée amour à la guerre, c'est un problème. Donc justement, avec l'expérience, même moi, me dire que après l'amour, on peut avoir l'amitié. Après l'amour, on peut avoir le côté raisonnable dans l'intérêt de notre enfant. Et ça, c'est un travail que beaucoup de papas, tels que moi, justement, on est pu faire pour pouvoir, justement, à travers les échanges d'expériences, se dire, c'est pas contre moi, c'est pas contre toi, c'est pas contre elle. C'est juste, la vie, elle est comme ça. Et maintenant, on va faire autrement, mais toujours dans l'intérêt de l'enfant. Parce que quand c'est la guerre, c'est pas l'intérêt de l'enfant. Parce qu'une rupture, ça peut aussi être la meilleure solution, des fois. C'est vrai. Il faut le dire aussi. C'est surtout ça. Ça va être constructif derrière. Donc, c'est ça. Donc, voilà. Oui, tu voulais dire quelque chose? Ouais, je voulais dire que, en fait, moi, ça m'inspire plutôt chamboulement. Ça peut être relatif, que ça soit positif ou négatif. Tout dépend de chaque personne, de chaque situation. Chamboulement pour soi, chamboulement pour l'autre. Chamboulement pour les enfants, pour nos familles aussi, respectives du moins. Voilà, c'est chambouler en fait toute une vie, quoi. Ma foi, alors moi j'ai pas connu l'éclatement de la cellule familiale. C'est que des ruptures romantiques que j'ai connues finalement. C'est bien dit, hein, rupture romantique. Ouais. C'est bien, non, c'est travaillé. C'est bien travaillé, c'est bien dit. Et je crois qu'il faut vraiment creuser dans ce qui est dans notre construction personnelle, ce qui rend la rupture aussi douloureuse, puisque au final, on se rend tous compte finalement que ça valait mieux. C'est plutôt rare qu'on finisse jusqu'à la fin de nos jours à nous dire « Ah ouais, non, en fait, on n'aurait pas dû rompre, etc. On était heureux ensemble. » Non, en fait, c'est très très vite, heureusement de plus en plus vite avec la sagesse, on se dit qu'en fait, il valait mieux que ce soit comme ça, même si nous qu'en fait, tu vois. Donc final. C'est gros, la langue bouillonne de monnaie. Oui. Attention, on va très très vite, je mets les guillemets. Non, je ne vais pas dire que ça va vite, je veux dire que ça prend de moins en moins de temps avec la sagesse. D'accord. Quand on repense à notre premier gros poil, on se dit non mais là c'était n'importe quoi. J'avoue. On est d'accord. Et puis celui où c'était une relation quand même plus costaud, etc. Là ça fait mal encore, mais là quand on repense à notre premier gros poil, on se dit non, tu connaissais même pas la personne. Bref. Et trucs d'adolescence là. Le truc sur lequel je voudrais mettre l'accent, c'est le fait qu'il soit très important de fouiller en nous, ce qui rend la rupture aussi difficile, puisque généralement, lorsqu'on a du mal avec le deuil globalement, on a du mal avec le deuil romantique, on a du mal avec le deuil de personnes qui meurent, etc., les changements d'emploi, le fait de se faire virer, tout en fait. Donc ça veut dire que c'est bien personnel. Et là-dessus, en fait, il y a un gros questionnement à faire parce que si on a beaucoup de mal à remettre en question les pertes globalement, on peut devenir dangereux. On peut devenir dangereux dans une perte amicale, dans une perte romantique, etc. On peut devenir dangereux pour soi et pour les autres. Et globalement, si on avance bien sur cette question-là, tous les deuils sont beaucoup plus faciles. Mais si tu laisses faire, si tu travailles pas cette question-là, ouais, ça peut devenir très dangereux. C'est important de le dire, c'est important de le dire. Messieurs, j'espère que vous entendez. Alors, messieurs, ce n'est pas qu'une histoire d'hommes, mais je cible quand même les hommes. Comme je vous disais au début, il y en a beaucoup qui sont en perte de repères et c'est assez, je ne vais pas dire affligeant, c'est pas le bon terme, mais c'est assez étonnant de constater certaines réponses, d'entendre certaines réponses. Donc, rupture, je vous disais, rupture difficile, les amis, on a bien compris, colère, tristesse, égo, gros poil, etc. Boum, on arrive devant la justice. D'accord ? On arrive devant la justice, des fois malgré nous, parce que ce n'est pas la première option, je pense. Si je me prends comme exemple, je n'ai jamais voulu me présenter devant la justice. Je vous dis sincèrement, pour moi, il y a eu rupture, il y a mon fils, etc. Je me suis dit en premier lieu, c'est un affront pour moi d'aller jusqu'à la justice pour régler un litige avec la mère. Pour mon fils, pour notre fils. C'était ma première idée. Grâce à nos échanges, j'ai mis de l'eau dans mon vin quand même, hein, je vous rassure. C'est une solution, il faut le dire. Il faut le dire fort parce qu'il y a beaucoup de gars qui
qui pense comme ma première pensée. Aller là, c'est un affront, j'ai tout raté, c'est un échec, des gens vont me voir, etc. Pourquoi lui il a réussi, moi j'ai pas réussi. Vous voyez, ça, il y a tout un cheminement, encore un chamboulement psychologique qui finalement ne t'aide pas en fait. Donc, quand on se retrouve devant la justice, alors, comment ça s'est... Je ne veux pas demander comment ça s'est passé, mais qu'as-tu pensé quand tu as eu cette solution, tu t'es dit, je dois me présenter devant la justice. Voilà, on va rester sur ça pour le moment. Quel a été ton premier ressenti? Pour exister, je suis obligé de passer par là. Pour exister, tu es obligé de passer par là. Justement, pour être présent pour mon enfant, je suis obligé de passer par là. D'accord. Je sais pas. Alors, oui, bien sûr, on n'est pas tous passés devant la justice. Je vais dessus, si moi, il n'y a pas de souci. En plus, pour moi, c'est tout frais. C'était il y a 2 semaines en plus que je suis repassé pour la 3e fois devant le juge des affaires familiales. Donc, ça va. À titre personnel. Allez, j'enlève la casquette perso, je mets la casquette d'éducateur spécialisé. Que ce soit parce qu'en fait, en général, mais tu as raison, c'est pas forcément les hommes qui sont à l'initiative de cette démarche-là de demande face à un juge aux affaires familiales, donc le JAF, le fameux JAF. C'est pas les hommes qui sont à l'initiative en général, ce sont les femmes qui sont à l'initiative, des divorces, des séparations, mais ce sont les femmes qui sont à l'initiative de pouvoir arrêter face à un JAF une décision qui doit être entendue sur l'hébergement, les visites, les droits d'hébergement et de visites entre les parents. D'accord ? Quand ça arrive, généralement, l'homme surpris battu, on tombe des nues, quand on dit qui ça qui arrivé là, comme tu as dit, moi je pensais pas arriver jusque là, qu'est-ce que c'est que cet affront-là? Ou bien il y en a d'autres hommes qui vont se dire carrément, c'est quoi ce coupe-gorge, c'est quoi ce coup-là? Et puis surtout, c'est quand on lit la demande de l'autre partie, et puis qui fait valoir qu'en fait compte, moi je t'emmène devant le juge pour qu'on arrête que tu vois l'enfant un week-end sur 2. Comme je les veux, avec la pension, la fameuse pension qui n'est pas que pécuniaire, mais là il y aura des sommes astronomiques qui vont peut-être sortir, ou bien des demandes bizarres qui vont bililiques, avec des raisons, parce qu'en fait quand la demande est formulée, il faut qu'elle soit formulée avec des raisons, pour que le juge puisse pouvoir recevoir les deux parents. C'est une démarche déjà. C'est une démarche, d'accord? Donc pour les pères qui nous écoutent, c'est une démarche, plutôt que de la subir, sachant que peut-être que tout autour de la table, on l'a subi, je pense, cette démarche-là, plutôt qu'on ait été actif. La subir, ça fait encore plus mal. Donc, mieux vaut être à l'initiative, c'est une demande. Donc, c'est un bulletin qu'on retire sur Internet, demande de JAF, demande au juge des affaires familiales sur le droit. Internet, demande de JAF. On fait une demande pour le droit de garde et d'hébergement, savoir comment est-ce que c'est une demande pour que le juge puisse intercéder, savoir qu'est-ce qu'il va arrêter là. En tout cas, les deux parents qui n'arrivent pas à s'entendre à l'amiable, qu'est-ce qu'il va arrêter de comment est-ce que l'enfant sera sur un temps égal ou pas égal, mais voilà. Comment est-ce que l'enfant passera du temps dans son intérêt? Et j'aime beaucoup quand tu n'arrêtes pas de le répéter. Le juge des affaires familiales ne va prendre une décision que dans l'intérêt premier de l'enfant. L'histoire que les parents ne s'entendent pas si que madame a dit que papa boit ou que papa a fumé, c'est le juge qui va gérer tout ça. Mais c'est pas son rôle. Son rôle n'est pas de régler les problèmes du couple. Il n'est pas là. C'est uniquement l'intérêt de l'enfant. Donc vraiment, être à l'initiative de cette demande auprès du JAF, ne pas la subir. Alors, on va Brice Goga. C'est délicat parce que je garde pas un très beau souvenir. Alors, c'est pas la demande en elle-même qui m'a blessé, c'est plutôt le moment. C'était au moment où j'étais en train de prendre en charge mon fils qui était hospitalisé. Vous prenez en charge mon fils qui était hospitalisé, ok. Entre l'hospitalisation et la convalescence. Et c'est vrai que recevoir cette démarche, en fait, cette demande à ce moment-là, alors ma réaction ça a été de c'est pas ça qui m'importe pour le moment. Mais c'est vrai que ça, par contre, je l'ai pas bien vécu. Je l'ai pas bien vécu, ouais. Je l'ai pas bien vécu. D'accord. Donc c'est important. Donc l'impact de ce courrier, lance les hostilités. Ça lance les hostilités très 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 clairement. Donc mieux vaut, pour répéter pour les messieurs, être à l'initiative que plutôt de le subir. Ça fait encore plus mal quand on le subit. Et donc qu'est-ce qui se passe? En général, on va parler en toute clarté. Quand on passe devant un juge des affaires familiales, pour la majorité, ce sont des femmes. Alors, excuse-moi, juste avant ça, quand tu fais ta demande sur Internet, quand quand nous faisons les demandes, est-ce qu'il y a les délais sont longs ou courts de réponse?
C'est-à-dire, J'aime bien Les délais, Toi, c'était quand? Moi, c'était... les délais de l'administration française, j'ai presque envie de dire. Hein. Ah, mais faut le c'est- dire, parce que c'est ça très fait clairement partie ça, du- non, c'est long. Le C'est long. délai de quoi exactement? Quand tu fais la démarche. quand tu fais la démarche on doit seule, te c'est très répondre. long. Quand tu fais la demande, Oui. Sur Internet. Quand tu fais la demande seule, c'est très long, voire Alors, très très long. pour accélérer le schmilblick, par contre, ça peut être accéléré si jamais la situation, il y a un cas d'urgence où c'est une demande de garde exclusive. Et quand on signifie cette demande de garde exclusive dans les notions de danger hein, qu'on va notifier, on peut rajouter par contre soit des procès-verbaux, des dépôts de plainte ou des choses comme ça qui vont être lourdes de sens par contre. Parce que là, la demande va être prise en compte mais de façon accélérée. Alors, attends. Mais là, Garde la page. Tu disais que quand Ouais, tu fais mais- seul, ça veut dire quoi faire seul? Je dis honnêtement, hein, parce que bon, j'ai essayé tout seul, Alors, Alors, sans faire les entrer démarches. dans l'exemple, qu'est-ce que tu as Alors, essayé tout seul? de faire toutes ces démarches-là seul. C'est-à-dire, j'avais tous mes documents, j'ai retiré le document justement pour mes demandes. J'ai associé certaines entre guillemets preuves justement de ce que je voulais faire valoir en tant que père et tout. Ça a pris énormément de temps, À peu près, approximativement, des mois. des mois. Et Ok. alors le changement vraiment, là c'est extraordinaire. Quand j'ai pris un avocat, ça a pris Voilà. à une semaine max. C'est ça qu'il faut dire tout D'accord. fort. C'est Donc en fait, c'est... Donc, ne pas subir. Voilà, Oui, c'est vous ça. ne pas subir, Quand ne tu, pas subir. ensuite de toi-même, tu prends cette initiative, tu vas louper des choses. Puisqu'on ne sait pas tout. La partie juridique, c'est pas la nôtre. Donc justement, récemment encore, j'ai appris quelque chose à travers une avocate. C'est-à-dire que quand même, quand tu fais ces démarches-là, il faut que l'autre partie soit au courant de ça. Tout à fait. Donc tu dois lui envoyer aussi ce même document-là que tu envoies au palais de justice, tu dois envoyer aussi à la mère de ton enfant en accusé-réception. Oui, d'accord. Ce même document-là. Ouais, c'est vraiment une démarche juridique. Ah donc oui, ça c'est veut une dire démarche que- juridique. Parce que Il y a la traçabilité souvent, de chaque si on chaque ne lui étape. envoie pas ça, le juge peut juste recevoir le document et ne pas le travailler de suite. Parce qu'en fait, il y a des démarches à savoir est-ce que l'autre partie a reçu, est-ce que l'autre partie a le temps de se préparer et tout. Tu ne peux Donc, pas il faut venir... aussi attendre la réponse de l'autre Voilà. partie. Donc, et si on... Ah ouais. Exactement. Donc, toi seul, même si... Et souvent, voilà où ça prend beaucoup de temps. C'est que si justement tu es venu, tu envoies le document directement au palais et puis tu attends qu'on puisse te recevoir, eh bien, c'est limite caduque puisque l'autre partie n'a même pas N'a reçu. pas- Donc, elle n'a pas le temps de se préparer. Elle ne peut pas arriver chez elle et recevoir une convocation sans le savoir. Donc, avant la convocation du juge, quand tu envoies ton document au juge, ta demande au juge, il faut que l'autre partie ait les mêmes documents pour qu'il puisse justement pouvoir préparer sa défense et tout. Ce qui est équitable en Voilà. réalité. Ce qui est équitable. Et ça, c'est vraiment, et c'est quelque chose que j'ai appris récemment, et c'est là où on se dit que même si tu n'as pas de sous, si tu te dis que de toi-même tu veux faire des démarches avec ton expérience soi-disant, non, c'est bon. Il faut tout savoir sur la chronologie au niveau de la justice. Il y a des règles. Voilà, il y a des règles. Traçabilité. Il y a des règles. Et- Même si tu as toutes les preuves que tu veux, si l'autre partie n'a pas les mêmes preuves que tu as envoyées au juge, le juge va peut-être potentiellement lire. Si c'est un juge qui a vraiment envie de prendre en compte, et puis il y a le cœur qui se dit bon voilà, ce papa-là il a envie de vraiment, on sent qu'il a envie de s'occuper de son enfant, bon je peux aller au-delà. Parce que le juge doit sentir ça, si je comprends bien, à travers la demande. Il doit sentir cette émotion, si je peux dire ça comme ça, qui démontre un peu votre volonté de... Mais en même temps, Enfin, notre volonté mais de il a sa lever des partie professionnelle aussi qu'il ne peut pas négliger. C'est-à-dire que. Il doit rester neutre en fait. En fait, même si sur une demande, il voit que la demande est légitime avec toutes les preuves et tout, si l'autre partie a un avocat qui a l'écrou, ça peut partir comme si c'est vice de procédure et on ne tient même pas compte de toute la demande. il y a autre Parce que chose. l'autre partie n'a pas eu le temps d'avoir le document à temps et tout. Et c'est comme ça. Hein. Il y a autre chose à prendre en compte. Je te redonne la page, hein, t'inquiète pas. Non, pas de problème. On parle de l'aspect administratif. Ok. Il y a aussi l'aspect humain. Et bon, je ne veux pas être pessimiste, mais c'est vrai que il faut avoir ces connaissances-là au niveau juridique, mais il faut avoir connaissance aussi du terrain, de la réalité sociétale. Parce qu'en fait, tu pourras connaître les protocoles comme tu veux. Si tu ne
prends pas connaissance du terrain et de la vision, par exemple, qu'on a de la paternité, tu risques d'avoir des problèmes quand même. C'est-à-dire que tu vas respecter le protocole, mais... c'est pas que déjà, scolaire, quoi, je veux dire. Il faut vraiment... Oui, il faut qu'on en compte aussi tout ce qui le regard englobe le qu'on système. peut avoir vers toi. Voilà, et les personnes, justement, qui sont en place. Tu sais, par exemple, tu sais pertinemment, là, il faut le dire, tu te présentes dans cette démarche, tu seras amené à avoir plus de femmes que d'hommes. Oui, c'est ce qu'il disait. Ça, déjà, ça peut être... Alors, tu l'expliquais dans l'autre émission. Le fait de ne voir que des femmes, déjà, ça peut jeter un froid dans l'envie de faire, parce qu'on se dit, on va être accusé d'office. C'est mort, voilà. Mais tu disais quand même, je tiens à le répéter, que tu as signalé que non. Non, exactement. En fait, il y a quand même, de plus en plus, et je pense que c'est à travers, c'est grâce à nous en vrai. C'est grâce à nous et à tous les hommes, les papas qui tapent du poing sous la table et qui, justement, à travers leur vie et le choix de certaines juges, je vais dire, parce que la plupart ce sont des femmes, se disent, bon, je donne une chance à celui-là. Et pour donner une chance à celui-là, de constater que derrière, elle a eu raison. Elle va faire une fois ça, une deuxième fois ça, et de plus en plus constater qu'avec, vraiment, quand on regarde avec sur le pourcentage, de plus en plus de papas, à travers des jugements validés, de garde, on constate que ça a donné quoi? Une évolution justement de la paternité, une évolution aussi de la visibilité des juges, du recul des juges, des juges par rapport au papa. Alors j'ajouterais de plus en plus. J'ajouterais aussi que c'est aussi grâce au travail des personnes qui ont remis en question les rôles sociaux de genre et qui ont essayé et qui ont porté en fait dans la littérature la reconstruction des sociétés martiniquaises pour ne parler que de nous et qui ont poussé justement les magistrats à revoir intégrer que parmi leurs biais de réflexion il y a les rôles sociaux de genre. Tout comme il y a les effets de halo, tout comme il y a la négrophobie, etc. D'où la notion de terrain, il y a les deux en fait. Il y a les papas qui tapent sur la table et les personnes qui ont conceptualisé le fait que les rôles sociaux de genre ça existe et que le papa il est balayé de la parentalité. Il y a aussi certaines femmes qui soutiennent notre cause. Quoi qu'il en soit, que ça soit dans le quotidien ou associatif ou même dans leur profession, il y a aussi des femmes qui nous soutiennent et ça fait la différence également. Mais même au niveau de la défense, je pense pas me tromper à ce niveau-là. Souvent, la partie JAF, la partie les avocats souvent qui sont dans la partie JAF, ce sont des femmes aussi. Donc elles-mêmes, à travers leurs expériences et puis l'évolution, elles ont pu constater que de plus en plus de leurs clients hommes ont raison à travers des preuves, à travers leur investissement pour pouvoir faire partie de la vie de leurs enfants et même leur retour, parce qu'après victoire, c'est quand même bien pour nous les hommes de revenir vers nos avocats ou avocates le plus souvent pour dire voilà, ça s'est calmé avec la maman, machin, et voilà, depuis le jugement, on fait comme ça, on a même comme un accord sans repasser devant la justice, modifier notre mode de garde dans l'intérêt de l'enfant et le nôtre aussi. Et justement, ça c'est un plus pour la défense justement, et se dire que voilà, de plus en plus, ça devient plus facile de défendre un homme qui veut demander sa garde, qui veut demander sa paternité. Parce que c'était pas évident, je pense, surtout pour des femmes, de défendre des hommes, d'accompagner des hommes, parce que pour elles, c'était quasiment un parcours du combattant, et elles le savent pertinemment. Et de plus en plus, elles partent avec plus d'assurance, et puis de croyance, se dire que bon, non, là, je pense que c'est possible. Donc on y va. Je pense que c'est... Vas-y, excuse-moi, pardon. Oui, il y a aussi le fait, comme on l'avait dit la dernière fois, que il y a aussi la question de génération. Parce que pour le coup, il y aura peut-être des jeunes femmes qui seront amenées à être dans cette profession et qui ont eu en fait un père beaucoup plus présent que les anciennes générations. Ouais. Et ça fait la différence parce qu'elles sont déjà en fait sensibilisées à la paternité. On en a qu'à laver l'autre.
C'est important de le dire, c'est important. Alors j'ai perdu ta page, tu vois. Non, pour moi, mais en fait, c'est parce que la page, ça s'est suivi, ne m'en veux pas. Je ne t'en veux pas du tout, c'est dans la continuité, parce qu'en fait, quand il a dit la partie la plus importante que moi-même j'avais oublié, qui était qu'en fait, que pour ça, mais être actif, il faut se doter d'un conseil. L'avocat est un conseil. Donc en fait, c'est vrai que quand on y va, avec cette demande qui est faite, on la dépose en notre nom sans trop connaître en fait les fils et le fonctionnement de la justice. En fait, quand c'est de la justice, il parle chinois. C'est tout simplement. Le conseiller avec l'avocat, c'est le traducteur du chinois. Et qui va nous faire rentrer dans ce monde-là en étant au moins dans en ayant une compréhension et en étant lisible. D'accord? Donc merci de l'avoir dit, de l'avoir répété. Vous pouvez se doter d'un avocat quand on part dans cette démarche-là. Et dans le cadre de ce dont je parlais, pour pouvoir faire accélérer le dossier, si jamais on sent que ça peut prendre du temps, c'est de signifier au cas où on est au courant, pour X raisons, qu'on fait compte que l'enfant, dans la parentalité, là, il est en danger auprès d'un parent et qu'en fait, nous, en tant que papa, on souhaiterait qu'en fait compte que notre droit soit respecté, mais qu'en fait, qu'on puisse carrément demander, là je parle du cas extrême, un droit exclusif, d'accord, un droit de garde exclusif. Là aussi, ça peut accélérer la démarche, cette demande-là, parce qu'il y a véritablement, de façon avérée, un risque pour l'enfant, une mise en danger de sa moralité, de son aspect physique, de l'éducation, au niveau de l'éducation. Voilà. Là, ça peut accélérer par contre la mise en place d'une rencontre auprès du juge, parce qu'en fait, comme il l'a indiqué aussi, il faut que l'autre partie soit signifiée de tout ça. Parce qu'en fait, le juge qu'il va acter, c'est une première rencontre entre les deux parents, entre les deux parties. Donc, pour pouvoir acter de ça de façon équitable, pour que les deux parties soient au même niveau d'information et qu'elles soient bien au courant qu'à telle date, vous allez vous rencontrer auprès de moi, juge aux affaires familiales, pour que vous preniez une décision concernant votre enfant et comment est-ce qu'en fait on va acter du droit de garde et d'hébergement entre vous. Le juge va mettre en place, tout dépend, un premier rendez-vous. À l'issue de ce premier rendez-vous-là, et c'est là qu'on va parler de la violence pour nous les hommes, de ce que ça peut paraître. Voilà, moi j'en ai eu 3 de rendez-vous. Je remets ma casquette perso. Le premier, moi Thibin taquin, Thibin fanfaron, j'arrive, il faut me mettre à l'aise, que des femmes. Bon, je me dis, c'est pas méchant, mais avoir petit blague, petit machin, non, monsieur. On n'est pas là pour vous ça. êtes là devant un juge, pas là pour ça. Okay, bon, okay. On dit, bon, ok, allez. Elle m'a un petit peu vexé, je me vexais moi-même aussi. Il y a 2-3 articles que l'autre partie a fait écrit pour soumettre la demande, parce que je l'ai subi aussi. Bon, j'ai voulu le prendre gentil, finalement je vais le prendre méchant, parce que vous êtes rentrés fort les mains, moi qui ai fait coucou moins, là aussi. Pas aller au système, il faut éviter ça aussi. D'accord? En tant qu'homme, on va vouloir se braquer, on va se mettre sur la défensive, il faut éviter en fait. Qu'est-ce que le juge des affaires familiales veut lors de cette rencontre concrètement? C'est non pas d'étendre, étaler sur la voie publique, parce qu'elle n'a pas le temps non plus pour régler les conflits entre les deux parents. Elle ne veut pas entendre c'est quoi les conflits. Est-ce qu'en fait c'est parce qu'il m'a trompé, que je ne lui fais plus confiance? Est-ce qu'en fait il ne faisait pas comme je voulais? Non, c'est pas ça ce problème. Et elle n'a pas envie non plus que les deux personnes-là, les deux adultes qui sont là en face d'elle, déversent ça entre eux. Ce qu'elle veut entendre, c'est concrètement qu'est-ce que l'un et l'autre projettent concernant cet enfant. Exact. D'accord? C'est ce qu'il veut entendre. Et en fait, pour nous, hommes qui arrivons là, si on n'est pas préparé, donc ma première rencontre, je n'étais pas préparé. Je suis allé là avec un bâton concrètement. Et je me suis bien fait battre à l'issue de ça. Il en est sorti une médiation, d'accord, de devoir faire une médiation qui a duré 6 mois. Ça dure en fonction de comment est-ce que les uns et les autres des parents s'entendent. Mais le juge, ce qu'il va dire et arrêter, c'est concrètement, monsieur, quand vous arrivez devant moi, qu'est-ce que vous voulez pour l'enfant? Est-ce que vous voulez un week-end sur 2? Est-ce que vous voulez, en termes de pension alimentaire, c'est quoi vos revenus? Et moi, je vais décider. Donc, en fait, si vous n'avez pas à me demander, madame m'a demandé une somme, mais vous n'avez pas à demander une pension spéciale, machin. Sortez-moi vos papiers qui justifient de qu'est-ce que vous gagnez, comment vous vivez et tout. Le temps que vous voulez passer avec l'enfant, comment vous allez le passer? Est-ce que vous travaillez, vous ne travaillez pas? Voilà. Moi, je veux de façon factuelle, limite, que vous me fournissiez un calendrier, en fait. D'accord? De comment vous vous projetez. Le calendrier de tes intentions. De vos intentions, exactement ça. Donc en fait, quand on est un homme et qu'on va arriver devant un juge d'affaires familiales, il faut qu'on soit doté de cette conscience de moi j'arrive en tant que papa qui projette avec son projet, d'accord, de paternité, qui puisse déjà donner un axe, un cahier de charge, d'accord, où est-ce qu'il va indiquer comment est-ce qu'il va se projeter avec cet enfant, en adéquation avec la maman. Toujours dans cette forme d'intelligence-là, parce qu'en fait, je ne parle pas que de moi, je parle de l'interaction que j'aurai aussi avec la maman. Comment je vais communiquer avec elle, par quel biais je vais communiquer avec elle, par quel biais je vais faire en sorte que aussi, c'est ce qui est marrant quand on a reconnu ses enfants, c'est qu'en fait, si madame a des problèmes avec nos parents à nous, ça n'a pas d'incidence non plus. Parce qu'en fait, contre les ascendants, donc nos parents à nous, ils sont légitimes à avoir un enfant et à le voir aussi.
Donc, le juge va demander aussi comment est-ce que vous permettrez à l'enfant de voir ses grands-parents maternels ou paternels. Ça aussi, il veut entendre ça. Comme tu as dit, c'est projeté, ça veut C'est dire projeté. tout prendre en C'est tout quoi, prendre en considération. Donc, c'est ce qui va... familialement parlant. Exactement. Ouais. Et donc, à l'issue de cette rencontre-là, si le juge constate que les deux parents restent sur leur histoire de tisson, sont normalement pas machin, bon, allez, vous me saoulez. Moi, je vous donne rendez-vous à telle autre date. Vous faites une médiation familiale, là, vous deux, là. Et à l'issue de ça, vous revenez me voir dans 6 mois, 8 mois, en fonction de ce qu'il aura perçu de la difficulté. Ça peut être beaucoup plus court si le juge perçoit que les deux parents, en fait, compte, ils peuvent s'entendre très rapidement. Ok, pas besoin. Je vous laisse entendre 3 mois, revenez me voir. Le Mais juge. si c'est trop n'arrête- tendu, ça veut dire qu'on peut te donner 6 mois. Bien sûr. Mais dans ces 6 mois, c'est à toi de comprendre aussi qu'il faut arrêter 2-3 trucs. faut quoi. mettre au bout d'un moment, tout à fait de il l'eau dans tranche son dans le vin. vif. Et trancher, voilà. Au bout d'un moment, le juge va trancher dans Il le va vif parce qu'il trancher. te donne la possibilité justement à travers la médiation, Médiation, et le recul et le temps justement de réflexion, de vous d'accorder vos violences sans pour autant passer revenir devant le juge, ou ne plus du tout passer devant le juge et puis juste arriver au niveau de qu'on puisse se comprendre et puis faire les choses à l'amiable. Décision. Mais si au bout d'un moment, ça persiste, il y a toujours une fracture entre les deux, elle va respecter juste certains codes, certaines notions justement de droit, et puis c'est ça. Il y en a qui vont se sentir lésés, et machin, et finalement, qui paie dans tout ça? C'est l'enfant. C'est uniquement l'enfant qui paie dans ça. Donc c'est vraiment prendre un recul. Et c'est l'expérience qui nous permet de prendre un recul, de nous dire justement qu'on n'est pas en guerre. Et c'est valable pour les hommes comme pour les femmes. Ça veut dire que voilà, la situation, elle est comme ça. Donc on a fait des démarches juridiques, mais on peut faire autrement. Oh, tu voulais dire quelque chose. Alors je m'excuse les gars, il ne reste pas beaucoup de temps. Mais on en refait une deuxième, hein, je vous le dis, parce qu'il y a encore des choses à dire. Donc comment on connaissait avec les deuxièmes? Alors, 2 choses. La première, je pense que ce qui a été pertinent, c'est de pouvoir en fait de mettre des associations pour faire le pont entre les pairs et les professionnels. Parce qu'on parlait d'avocats, mais il faut déjà trouver un bon avocat. Et un avocat qui partage en fait cette idéologie, le fait de mettre en avant la paternité et de pouvoir justement respecter le droit à la parentalité pour les pères. Dans un deuxième temps, c'est vrai que j'ai eu une expérience, on va dire, un peu différente de ce que vous avez présenté. C'est-à-dire que je pense aussi que dans la préparation, et ça, j'encourage les associations à se mettre en avant pour préparer justement ces pères à faire ces démarches, il faut aussi savoir se faire respecter et s'affirmer. Que ça soit au niveau de la main, que ça soit au niveau des juges, que ça soit au niveau des avocats. Parce qu'on peut être amené en fait tout simplement à ce qu'on remette notre dignité parentale. Notre fonction parentale, le respect de notre parentalité peut être empiété dans ces démarches. À travers des comportements, à travers des protocoles qui n'ont peut-être pas lieu d'être, à travers des positions. Mais il y a un individu qui reçoit l'information, donc ça dépend aussi de lui. Exactement, donc il faut effectivement avoir les connaissances, il faut effectivement se faire accompagner par une personne à qui on peut faire confiance, mais il faut savoir aussi avoir une certaine répartie et se présenter dignement. C'est-à-dire que bon voilà, ok, vous avez votre vision des choses, vous êtes juge, c'est vous qui décidez où les choses vont s'amorcer, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, je sais que je suis en accord avec moi-même dans ma parentalité, je sais que je peux m'occuper convenablement de mon fils et je reste positionné sur ce que je demande, quel que soit le résultat après. Et ça peut faire la différence. Parce que aussi, elles peuvent voir que non seulement tu es déterminé, mais tu as de l'assurance en fait dans ton exercice parental. Même à l'encontre de leur vision vis-à-vis de toi. Donc il faut avoir aussi, on va dire, une partie d'humilité. Il ne faut pas forcément dépasser les limites. Parce que ça nous arrive trop souvent d'être submergé par des émotions et on va réagir avec colère ou elles vont nous dire quelque chose
Tu penses que c'est des pièges? Est-ce que vous pensez que c'est volontaire? C'est-à-dire qu'elles vont vous poser des questions? Ce sont des tests? Je pense que ce sont des tests. Je pense que ce sont des tests, oui. Mais est-ce qu'on les fait pour les deux parents? C'est ça que je veux savoir. Je pense que parfois, il peut y avoir le personnel qui peut ressurgir de leur côté. Je sais pas, par rapport à des choses qu'elles ont vues, par rapport à une certaine vision qu'elles ont de l'homme ou de la paternité, ça peut en fait se matérialiser à travers des discours. Mais est-ce que ces tests sont, enfin, selon votre expérience, est-ce que ces tests c'est plus dirigé vers les hommes ou les femmes, ou c'est vraiment des tests pour les deux? Non, alors... C'est celui qui est le premier qui a fait le courrier, c'est lui qu'on se méfie moins du premier que du deuxième, par exemple. Je pense que c'est... Alors, c'est mon avis, hein, parce que je me base sur mon expérience personnelle, ce que j'ai entendu, c'est plus dirigé vers les hommes. En tout cas, plus facilement, c'est dirigé vers les hommes. Parce que, personnellement... C'est pour savoir, hein. Tu m'excuses, j'ai pas... Oui, il n'y a pas de souci. Alors, en vrai, test, oui et non. C'est deux à la fois. C'est pas un test peut-être pas consciemment, mais inconsciemment, parce qu'en fait, en termes de... Comme les hommes sont rarement ceux qui sont à l'initiative, et alors ça, c'était la juge qui me l'a dit lors de mon Zoradem Pataf, pas dit directement, mais concrètement, il y a pas mal d'hommes aussi qui, quand ils font les essais, quand ils font la demande, en fait, quelques mois après, ils veulent revenir à quelque chose qui se faisait précédemment. Donc ça arrive aussi qu'il y ait du rétropédalage et que pas mal de juges, parfois en fonction de ce qu'ils ont à gérer énormément de rétropédalage. Donc parfois en test, ils vont bien vérifier en titillant, en fait, comme tu disais, la volonté, l'authenticité de la personne qui est en face d'eux, le désir du projet du père. Ils vont vérifier quand même jusqu'où est-ce qu'il veut aller, est-ce qu'il est sûr de lui, est-ce qu'il est vraiment en capacité d'aller vraiment au bout de la démarche. Mais comme tu l'as dit, c'est vrai que de plus en plus d'hommes assument concrètement de pouvoir gérer leur paternité et de pouvoir prendre en charge aussi lorsqu'ils ont sur leur temps de garde et de visite leurs enfants, ils vont assumer. Donc ça amène les juges aussi à pouvoir percevoir qu'en fait, oui, c'est possible. Il y en a qui prennent leur charge. Donc c'est un test peut-être pas forcément conscient, ni volontaire, ni vraiment pour titiller, chercher la petite bête chez l'homme et puis le provoquer, puis pouvoir dire « Ah ouais, ça vrai, vous avez énervé encore là ?» Non, finalement, non. Donc non, peut-être pas jusque-là, mais pour s'assurer qu'en fait, mais c'est vrai qu'on passe par ce filtre-là parce qu'en fait, c'est encore récent en fait quelque part, les hommes accèdent pleinement sur leur responsabilité. On a un peu de mal à croire que les hommes veulent vraiment assumer. C'est ça. Il y a plusieurs choses qui s'entremêlent. C'est un peu classiste le fait de soumettre les gens à l'injonction à parler calmement lorsqu'ils ont un truc à dire. Oui. Tu sais, parler calmement, utiliser les bons mots, bien parler la France, etc. Alors, attends, Mathis. Excuse-moi, je le laisse finir. Grégo, je m'excuse, je le laisse finir. Et on en finit. Désolé, vas-y. Ok. Donc, effectivement, oui, c'est vrai. Vaut mieux parler calmement lorsqu'on a un truc à dire. Si au cas commencer jouer moment où lorsque tu arrives au tribunal, c'est mal barré pour toi. Mais c'est vrai qu'il y a certaines catégories de la population qui ne sont pas éduquées ou qui n'ont pas les armes pour parler exactement comme il faut de ce qu'ils ont à dire. Okay, mais aussi, il faut aussi savoir que moins on a de vocabulaire, moins on a de capacité d'expression verbale, plus on est exposé à faire appel à la violence physique. Donc c'est un indicateur en fait de dangerosité. Donc en fait ça veut dire qu'il faut s'éloigner de cet indicateur-là en fait, si on veut pas avoir de problème. La troisième chose c'est que, et je t'ai dit, c'est un mélange, c'est un cocktail explosif. Tu rajoutes à ça la négrophobie. Le fait que les juges vont jusqu'à aujourd'hui, même s'ils sont formés à ça, oui, les juges vont jusqu'à aujourd'hui considérer qu'un homme noir a plus de chances d'être violent qu'un homme blanc et tout, parce que c'est de la négrophobie, c'est du racisme. Et tu vas aussi avoir les mauvais stéréotypes de genre, où on va considérer que les hommes sont plus violents que les femmes. Donc en fait, quand tu mélanges tout ça, ça fait qu'il y a des comportements qui vont t'avantager, d'autres comportements qui ne vont pas t'avantager. Tu sais qu'il y a un déséquilibre au niveau de la justice dans le traitement de la parentalité. Si tu veux mettre toutes les chances de ton côté, parle calmement. Sois prévenu qu'on va te tester et joue le jeu. Parle calmement. Messieurs, je m'excuse, il y a tellement de choses à dire, le temps est passé. Je tiens à vous remercier, c'est déjà de très bonnes bases. Je vous tiens à vous remercier parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont besoin de ces bases-là. Il y en aura d'autres, les émissions Papa Pagintel, c'est pas encore fini, on va insister sur ce sujet-là. Je vous remercie, la régie, je m'excuse encore, merci encore. C'était Papa Pagintel. Bonne soirée. Il joue à besoin en papa en tol. Il joue pas besoin en papa en tol.
Il joue à besoin en papa non-stop. Mon rôle moins les mots ou négligé wall ou les passer pour nous mais l'esprit ti polo mon tête tout toujours pas repayer tout les bonnes stations pendant il chou qu'à attend nous pour partager émotion.